J'enlève mes lunettes. Paris. Bonjour, bienvenue sur le plateau du JDH. Comme tous les jeudis, c'est le bonheur. Pourquoi c'est le bonheur ? Parce qu'on ouvre l'antenne. Et à chaque fois, moi, c'est un monument. Je suis là dans ma tête. Oh, je vais ouvrir l'antenne du stream. Je suis déjà en pleine excitation de me dire qu'est-ce qui va se passer pendant 4 heures chez nous. Et pendant 4 heures, ça va être d'abord le JDH jusqu'à 17h56, 57 €, tout ce qu'on peut faire. Et après, il y aura le récap. En plus, ce sera un gros truc. Il y aura un happening de folie. Il y aura plein de trucs. Ah, vous verrez, c'est absolument dingue. Mais déjà, laissez-moi vous parler un petit peu du JDH de ce jour avec des gens extraordinaires. Et d'abord, avant que je commence, je voudrais qu'on envoie des gros bisous à Captain Web. Ouais, Captain, parce que Captain aurait dû être en notre compagnie aujourd'hui, seulement il est un tout petit peu malade, donc on lui a dit reste te reposer. On pensait que ça allait être un tout petit peu grave, ça allait pas du tout, mais on a dit vraiment reste te reposer. Donc on embrasse Captain Web très très fort. Envoyez-lui de l'amour sur les réseaux. Envoyez-lui de l'amour dans le chat, parce que voilà, il aime l'amour comme nous tous. Envoyez-lui des anecdotes aussi, il aime ça pour les prochaines émissions. Du coup, voilà. Oui, aussi. Justement, laissez-moi présenter les gens qui vont vous accompagner pendant 7h52 maintenant, parce qu'il y aura quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y aura des news. Et Dieu sait que j'ai lu le sommaire des news, on va passer un bon moment, parce qu'il y a des choses qui sont, oh là, je vous raconte pas avant, elle est un petit peu étonnante. Il y aura bien sûr le journal du software, qui est un moment favori, parce que pendant des années, on a eu le hardware, et puis on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas le software ? Voilà, ça vide des jeux de mots en même temps avec hardware et tout, bon, c'est parfait. Il y aura également un dossier gigantesque que j'attends avec impatience, si vous saviez. Que c'est. On vous le dira tout à l'heure. Il y aura un décryptage de quelque chose que même moi, quand je l'ai entendu, je dis on va pas décrypter ça. Ils m'ont dit oui, on va le faire. Donc restez bien. En fait, il n'y a que du teasing dans ce sommaire. Non, mais moi, je suis un garçon. C'est restrictif en termes d'infos. Non, mais respect les garçons. C'est vous qui allez donner les infos de vos rubriques quand je vais vous accueillir. C'est vrai. Moi, au début, je suis le gars, je fais du teasing dans ma live depuis que je suis né. J'ai teasé le fait que j'étais grand avec des cheveux. C'est pas vrai, mais j'ai teasé ça. Donc, alors après, bien sûr, il y aura des tests, dont le test d'une barre de son. Regardez, elle est là. C'est une barre de son qu'on va tester tout à l'heure et c'est plutôt fabuleux. Et Nani me regarde avec des grands yeux. Vous allez voir, on va passer un très bon moment dans cette émission. Et si les gens y ont cru, Pépé. Mais on est là. Moi, j'ai cru. Pour parler de tech et le faire avec le plus de smile possible et pas comme dans le film. Alors, bonjour Monsieur Otaxu. Coucou mon Pépé. Effectivement, un programme chargé. Du coup, je vais dévoiler quelques trucs. Petit peu, bien sûr, avec plaisir. Puisque tu as teasé. Alors, sachez que je vais jouer le Kagebunshin no Jutsu aujourd'hui et essayer d'incarner aussi bien Captain que Cassim, notamment Captain qui voulait vous parler de Nintendo, ce que je vais vous faire. Cassim qui a fait une énorme enquête sur Utip dont je vais vous parler. Et évidemment Rogue qui a décidé de se frotter au Steam Deck. Ah, c'est génial. J'entends. Quand tu commences à faire ça, la concurrence. On fomente toujours. Évidemment. Et puis le gros débat, effectivement, t'en parlais, qui va être du coup, est-ce que PlayStation serait capable de retourner sur le marché des portables ? Il y a les petites rumeurs. C'est une sacrée... Ouais. Là, quand même, je frémis de la nuque. Donc, il va falloir je frémis de la nuque. Donc, voilà, directement. Monsieur Nanix, c'est vrai que c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Frémissez, allez, essaye de frémir de la nuque, c'est bizarre. C'est un plaisir de vous recevoir, Nanix. Ouais, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir est moins partagé à l'extérieur, c'est-à-dire que quand je sors de chez moi, je prends littéralement le pollen, j'ai le nez, la gorge et les yeux. Il y a Maxime qui est comme toi, hein. Ouais, il est très sensible au pollen. En fait, c'est simple, c'est que je commence à avoir les yeux qui sont... Les sinus pris, comme on dit. Surtout, mes yeux ne voient pas au-dessus du niveau de la mer actuellement, donc c'est un petit peu compliqué, mais ce qui compte, tu vois en cinémascope, cinémascope, tout le monde en rêve. Exactement, et ça c'est fantastique, j'aime la vanne. Je vais parler de ChatGPT, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Au moins 7 jours. Ouais, au moins 7 jours, voilà. Tu sais, Twitter, ChatGPT, c'est toujours des sujets absolument... des feuilletons, des rendez-vous ici. Mais de toute façon, les gens attendent ça, parce que ça fait les gorges chaudes. Jusqu'où vont-ils aller ? Contrairement à mes autres camarades sur le plateau, oubliez pas qu'avec moi, Français, Françaises, je vous donnerai évidemment les bons plans, de manière à pouvoir acheter malin et pas cher. Voilà, même si d'autres produits un peu plus onéreux vous seront présentés tout au long de ce JDH. Voilà, c'est tout pour moi. Écoute, c'est une très belle introduction. De rien. J'aurais pas pu faire mieux. Reza, comment tu vas ? C'est un plaisir. C'est un plaisir, ça va très bien. Je sais pas qu'on faisait des introductions d'albums de rap ici, mais les deux frères viennent de faire un très bon travail. Merci Otax, merci Nanix. De rien. Mais voilà, ils ont un peu donné tout le programme d'aujourd'hui quasiment. On va parler aussi du coup de notre côté full PlayStation, en parlant du PSVR 2 et aussi du coup de la possible rumeur par rapport à la console portable de Sony. Je pense qu'il y
aura pas mal de choses à dire dessus. Et puis voilà, on embrasse Captain Web, on embrasse Cassim. Ouais. Et restez bien avec nous parce que vous n'allez pas regarder votre après-midi et vous allez voir qu'il y a plein de trucs super intéressants. On va commencer par justement les news. Et la première news, moi, ça me fait carrément kiffer parce que j'aurai des questions à poser autour de ça parce que moi, je me suis renseigné de mon côté. Je dis vrai, pas vrai, pourquoi, comment, préparez-vous en régie à balancer le jingle quand je vais vous faire jingle. Franchement, la régie, même par surprise, ça fonctionne. Je crois qu'ils commencent à te connaître un peu en vrai. Mais le problème, c'est que les gens commencent à me connaître, donc se méfient même plus et n'ont même plus peur de moi. Quand je dis à quelqu'un, il va se passer ça, ils rigolent, donc c'est plus possible. Écoute, voilà, je suis content de t'entendre à propos de quelque chose. Je t'écoute, vraiment, on va en parler ensemble. Alors avec mon magnifique t-shirt, je vais parler du PSVR 2 aujourd'hui. J'ai pas voulu commenter. Il se prend bien dans la masse le t-shirt. Il se prend bien dans la masse. Moi je suis neutre, j'ai mis neutre aujourd'hui, tu vois, j'ai mis la main. C'est quoi? C'est une planète coupée en petits morceaux. Ouais, voilà, c'est une planète. D'accord. C'est une planète coupée en petits morceaux. Exactement. Du coup, attends, est-ce que ce serait pas le X de Xbox? Et oui, monsieur. Malheureusement ou heureusement. Bien repéré, t'inquiète pas. C'est le X de Xbox. Donc on va parler du PSVR 2, ce petit bijou technologique pour du gaming en VR, qui reste assez niche, mais qui reste quand même vraiment pas mal. 4K HDR, 110 degrés field view, gâchette adaptative, retour haptique. Tu rappelleras le prix. 3D audio tempest, c'est-à-dire que tu sens, t'as le son qui vient de tous les côtés. Eye tracking par rapport à où tu regardes. Oublie pas de rappeler le prix du produit. On a des features en anglais qui sont exceptionnels, tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, on a un prix de 600 € pour une console qui coûte 550 €. Et dans le thème du rap, c'est un DJ. Quand même. Exactement, je suis rentré un peu dans le truc. Et on a un Sony PlayStation qui comptait un peu sur une sortie faire un peu un lancement, on va dire lancement, je sais pas, c'est une période de 2-3 mois à peu près, qui comptait à la base faire un lancement à 2 millions de ventes. Apparemment, plus la sortie se rapprochait, plus ça discutait de 1 million et quelques plutôt que 2 millions. Mais dans la réalité, et c'est sourcé via Bloomberg, malheureusement, le lancement du PSVR 2 est un total flop, mesdames et messieurs, par rapport aux attentes de Sony. Nous sommes à 260 000 unités vendues. Reza, est-ce qu'on est sûr de l'attente de Sony qui a commencé à 2 millions, puis 1 million? Est-ce que c'est vraiment, ils se sont dit on va en vendre 2 millions, ou est-ce que qu'ils en aient vendu 260 000, ça, soit. Mais c'est sur l'annonce de base de dire on va en vendre 2 millions que je reste sceptique, et c'est cette partie-là que j'aimerais. Est-ce que ça c'est sourcé par exemple? Parce que ça peut être que des potins. Est-ce que Sony a annoncé quelque part nous on va en vendre 2 millions? Alors là, j'ai pris que les ventes actuelles de Bloomberg. Voilà. J'ai pas mis le lien des interviews à l'époque qui donnaient sur les attentes. D'accord. Mais c'était les attentes, c'était en interview, il faudra qu'on retrouve ça après. Ouais, mais voilà. En attente pour le PSVR 2, il tabait à peu près vers les 2 millions. On rappelle que le PSVR 1 était sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, et en décembre 2019, on était déjà quasiment à 5 millions d'unités vendues. Il y avait une baisse de prix rapide et significative. Et il avait commencé à 400 €. C'est aussi la différence. Et il faut aussi dire qu'à l'époque, en 2016, la PlayStation 4 classique, en occasion, tu pouvais déjà la trouver à 200 et quelques euros. Alors que le problème aujourd'hui, surtout pour moi principalement, c'est que la Play 5 aujourd'hui, tu la trouves à 550 € et digital 450 €. Si tu veux le PSVR, c'est 600 balles, t'as pas les jeux fournis avec. Si tu veux les jeux en démat, c'est 80-70 € ou moins en magasin à 60 et quelques. Il y a même un truc que j'ai appris. Tu avais déjà sur le PSVR 1, tu dois les racheter aussi. Tu dois les racheter exactement parce que le catalogue n'est pas porté, le catalogue du PSVR 1 n'est pas porté sur le PSVR 2. Et même moi qui pensais que le Horizon VR était un DLC de Horizon Zero Dawn, j'ai appris hier que non, c'était un jeu entièrement et qui coûtait 70 balles. L'appel de la montagne. Donc, moi j'ai une question. Je suis pas surpris. Sur ce plateau, qui est surpris de l'éventuel flop confirmé? Bah non, c'est pas surprenant pour deux raisons principales. Mon collègue rappeur et DJ à ma gauche a tout dit, c'est-à-dire déjà le prix. Le prix en fait, faut juste parler du prix. C'est un accessoire périphérique le PSVR 2. Si on considère par rapport au produit de base, le produit premium, c'est la PS5. Le PSVR 2 vient accompagner cette console. Déjà, ton accessoire périphérique coûte plus cher que la console, à 50 € près aujourd'hui, déjà de base. Donc ça fait un, je te vois un petit kémé. Bah, je tique parce que malgré tout, ça reste moins cher qu'un PC avec un casque de VR. D'accord, mais alors là, dans ce cas-là, Otax, on fait une comparaison par rapport au gros marché du PSVR dans sa globalité, et même au marché PC. Moi, je te parle vraiment par rapport à l'historique PlayStation. Quand le premier PSVR 1 sort à 400 €, c'est 400 balles. Ouais. Il est déjà considéré comme étant
trop cher pour ce qu'il est, mais il se vend quand même. Il y a la baisse de prix, je crois qu'il arrive peut-être 6 mois, très 6 vite, mois ouais. après, qui arrive très vite, significatif, qui fait que ça marche. Là, tu sors à 600 €, donc 50 € de plus que la console qui a déjà vu son prix être augmenté. Et en plus, le catalogue, il est pas fifou. Le catalogue de départ, il te donne pas spécialement envie. Donc, t'as pas foncièrement un jeu sur lequel tu te dis waouh, je vais absolument y aller. Et en plus de ça, c'est cher. Moi, je suis pas du tout surpris. Bah, Ça me surprend absolument pas. je te rejoins, même si, bon, sur certains trucs, tu le sais, notamment Oui. le prix, je l'ai signalé dans mon test à l'époque sur 01net et même sur le JDH, dans une ancienne émission. Vous pouvez le retrouver sur youtube.com/le stream replay. Il y a un truc à rajouter aussi, je pense, là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un ralentissement global du marché de la VR. Il n'y a pas que finalement Sony qui Qui est surpris. subit. Encore une fois, personne n'est surpris. C'est c'est Ming-Chi à un Kuo, moment pour le donné, coup, qui l'a récemment dévoilé sur un petit post Medium. Notamment le fait que chez Meta aussi, le Meta Quest Pro s'est vendu qu'à environ 300 000 unités, alors qu'il là encore, ça cherchait le million. Et que Pico, qui est la plus grosse marque chinoise actuellement, tous ces envois, toutes ces ventes ont été baissées de 40% par rapport aux attentes aussi. C'est un chiffre gigantesque pour l'industrie. C'est énorme, c'est juste énorme. C'est ingérable pour l'industrie. Et à contrario, le 300 000 et les 260 000 de Sony, c'est très peu aussi pour une industrie, surtout quand on parle de chiffres mondiaux. Donc, je pense que, et c'est un truc que j'ai dit plus d'une fois, je pense qu'on atteint j'ai pas envie de dire le pic parce que c'est un marché qui va continuer d'évoluer, mais je pense qu'on a atteint ce taux de pénétration de se dire les gens qui étaient intéressés par la VR sont sur la VR. Point. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment de l'année, enfin un moment de la life, où actuellement c'est compliqué de vendre des produits high-tech parce que les gens, ça peut faire qu'il y a des ralentissements, des problèmes de thunes, des problèmes de ci, de ça, et les gens disent 600 €, c'est pas possible. Moi, je voulais rebondir dessus parce que justement, à Noël, t'as plein de gens, comme d'habitude, qui ont offert des consoles. Ouais. Et que ce soit des séries X, des PlayStation ou autre chose, ou même des composants de PC, on s'en fout. Mais t'offres la console, le jeu, la deuxième manette à Noël, t'es déjà à 700-800 balles. Et 2 mois plus tard, on te dit il y a le casque VR qui vient de sortir. Bah non, en fait. Les impôts sont au mois de mars, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, déjà, la période, elle est très compliquée. Et comme on le disait tout à l'heure, le catalogue, il est trop pauvre. Aujourd'hui, en vrai, pour de vrai, t'as quoi? T'as The Walking Dead, t'as Gran Turismo 7, t'as le Horizon et t'as RE8. Oui. En vrai, dans les grosses propositions. Ouais. Mais t'achètes pas un outil à 600 € pour jouer à 4 jeux, dont certains que tu dois repayer entièrement. Donc au final, aujourd'hui, tu as peut-être que les mecs de Gran Turismo qui vont en faire une vraie utilisation, parce que malheureusement, le jeu de voiture simulation, c'est comme le jeu de combat, c'est très chronophage. Tu peux acheter Gran Turismo 7 et y jouer pendant 3 ans, pendant 2000-2500 heures. À ce moment-là, tu rentabilises ton casque, mais ça concerne encore une fois pas grand monde. Et du coup, il faut une proposition. Nous, on a fait une émission, l'école du gameplay, mon émission perso. On a invité Q's, un collègue qui, du coup, lui, consomme la VR depuis 3-4 ans. Et il nous a fait une présentation de son top 10, je crois, de jeux de VR sur PC. Et effectivement, il y a de la proposition. Il y a de la proposition, tu vois, donc là, comme on disait tout à l'heure, tu achètes ton MetaQuest 2 à quoi? 400 balles. Le Pico à peu près pareil ou un peu moins, mais tu as accès à une trentaine de jeux, dont une dizaine de jeux qui ont des vraies propositions VR et qui sont pas juste des jeux connus avec un mode VR ou avec un système VR. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est déjà le timing de la sortie, et c'est de 2, la proposition du catalogue. Donc même si le catalogue évolue, comme celui du PSVR 1 a évolué à l'époque, quel est l'espoir d'évolution? Parce que tu me dis qu'il n'y a que 4 jeux qui sont bien valides, on dirait. Enfin, il y en a plus, il y en a un peu plus, tu vois. Quel est l'espoir d'évolution du Ça catalogue? va évoluer parce qu'au fur et à mesure, je crois, ils vont mettre en place, je crois, des mises à jour pour au fur et à mesure mettre en place la rétrocompatibilité du premier catalogue. Normalement. C'est là que je voulais en venir. Voilà, c'est que parce que je sais, le chat, je l'ai vu réagir aussi à chaque fois. Ils ont raison. La Sony n'a pas fait en sorte que les jeux soient automatiquement rétro-compatibles. Par contre, ils ont fait en sorte que les développeurs eux-mêmes, donc la charge revient aux développeurs, peuvent porter leurs jeux facilement de PSVR 1 à PSVR 2. Ce qu'on a vu dans le catalogue du PSVR 2, c'est déjà, moi, je trouve pas ça tout à fait normal, mais bon, ok. Mais ce qu'on a vu aussi dans le catalogue du PSVR 2, c'est que du coup, il y a beaucoup d'éditeurs, notamment EA, et Oculus, parce qu'ils sont présents sur PSVR aussi, ont décidé de revendre les jeux à prix fort avec une petite update graphique qui, quoi qu'il arrive, n'est pas super significative. Je pense notamment à Star Wars sur le PSVR 2 qui est vendu plein pot, alors que c'était un jeu à la base MetaQuest, donc déjà pas super ouf graphiquement. Le Star Wars de vaisseau là? Non, pas de vaisseau, de contrebandier. J'arrive plus à me souvenir de Tales from Spaces ou un truc comme ça, mais bref, un truc de contrebandier, quoi. C'était à la base un titre MetaQuest qui est sorti ensuite sur PSVR 1, qui est ensuite sorti sur PSVR 2, à chaque fois full price, alors que le jeu reste
il est pas fou, quoi, déjà de base. Ne pas avoir la rétrocompatibilité, ça veut dire déjà limiter son catalogue, et c'est un truc qu'on avait souligné avant même la sortie du produit. Aujourd'hui, on se rend compte que ça lui met des bâtons dans les roues. Et même si on peut dire, effectivement, la rétrocompatibilité arrive, ça, c'est quand même donner la responsabilité aux développeurs et c'est des coûts supplémentaires pour ces développeurs. Ça veut dire que les indés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la VR, n'ont pas forcément le budget ou le temps à allouer à ça. Et en prime, quand on voit ce qui se passe vraiment, les grands éditeurs ont plutôt tendance à faire on va revendre le jeu qu'on a déjà fait. Ouais, Donc non, c'est pas un argument aujourd'hui, alors que ça devrait en être un sur une plateforme que tu essaies de construire, particulièrement une plateforme aussi fermée que celle de Sony, sur un marché de niche, ça devrait être un argument. Et puis j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu enfin, je dis pas qu'il y a une. Enfin, c'est compliqué ce que je vais dire, et je pense que je vais m'attirer un peu les foudres des gens qui sont fans de VR, mais je vais essayer de je me comprends, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde me comprenne, mais au moment où le PSVR 1 sort, il y a un boom de la VR. Tout le monde en parle. Et tu veux en venir, et je suis d'accord. Et tout le monde y va. La hype. Voilà, la hype de la technologie nouvelle qui arrive dans ton salon, etc. Parfaitement. Et moi, je vous le dis, mais la plupart de mes potes, j'en ai au moins, alors j'en ai plus que ça, mais j'en ai au moins 4 ou 5 qui se sont précipités. Alors non, 3 qui sont précipités sur le PSVR 1 au moment de son lancement, donc 400 €, et les 2 autres qui l'ont pris lorsque le prix a baissé. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Au bout de 6 mois, le produit, il est au fond du placard. Il a été sorti 3-4 fois. Alors déjà, la première raison, c'est trop de fils, trop de connectiques. Ça, je le reconnais, c'était quand même assez chiant pour le PSVR 1. Le cordon ombilical. Et la deuxième chose, c'est que, au final, ça n'a pas dépassé le gadget pour eux. Là où il y a des vrais passionnés de VR, je pense évidemment, petite dédicace à notre Lux national, etc. Mais en soi, là, quand le PSVR 2 arrive, tu sors d'années de Covid, tu sors d'une période où la console n'est même pas en stock raisonnable pour que tout le monde puisse l'acheter. Et tu arrives. Alors, je pense que, là, on ne pourra pas trop en vouloir à PlayStation, ils ont une roadmap de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils doivent annoncer, et ils essayent de s'y tenir quoi qu'il arrive. Mais peut-être qu'il faut aussi s'adapter à ce qui se fait au marché. Est-ce que là, c'était le meilleur moment de sortir un PSVR 2 à 600 €? Je pense pas. Je pense que tu as bien résumé, parce que c'est un peu mon avis aussi. C'est vraiment une question, au moment où il y a la hype, là tu balances des trucs et puis ça décolle de tous les côtés. On parlait de la VR partout, avec des masques qui se concurrençaient. À un moment donné, c'est redescendu un petit peu. Voilà. Et moi, j'ai toujours été un petit peu, depuis le début, je l'ai dit dans cette émission, mais également sur ma chaîne YouTube, j'ai été un petit peu dubitatif depuis le début. Pourtant, je suis un amoureux des technologies. Et je me suis dit à quel moment ce que tu as dit est symptomatique, où j'ai des potes également qui ont acheté c'est les machins, les trucs, et au fur et à mesure, ils s'aperçoivent qu'ils utilisent de moins en moins. Ça finit un petit peu dans le tiroir. Et le truc, c'est quel est l'avenir? On va être franc, on est dans le JDH, vous êtes des professionnels, on est tous là, on est des passionnés, vous nous regardez, vous êtes des passionnés. Quel est le réel avenir de la VR actuellement pour le gaming? Le multitâche, moi, je pense, au-delà du gaming. Je pense qu'on est bon pour du multitâche parce que tu peux faire autre chose avec. Q's que j'avais eu en émission, d'ailleurs, avant même de passer au multitâche, j'avais une petite liste de jeux à recommander pour ceux qui ont de la VR sur PC, du coup. Defector, Asgard Wrath, Lone Echo 2, Edge of Nowhere, Pass of the Warrior, Lies Beneath et RE2 VR. C'est une petite sélection qui a été faite par Q's, justement mon collègue, qui disait que c'était la plupart des jeux qu'il avait surkiffé avec son frère en VR sur PC, qui malheureusement aucun d'eux n'est disponible sur console. Donc voilà, encore une fois. Mais le multitâche, il me disait aussi qu'on est tous déjà allés voir des films 3D au cinéma. Oui. Bon, les lunettes, c'est un peu chiant, et puis parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Il m'expliquait, lui, il préférait largement regarder les films en 3D avec son casque VR. Je savais pas du tout qu'il pouvait faire cette utilisation avec. Du coup, moi, ça t'enferme dans quelque chose. C'est-à-dire que le problème de ça, c'est que tu es enfermé. Oui, voilà. L'idée d'une salle de cinéma, les lunettes, elles sont malgré tout, elles sont en open space, si je peux dire, elles sont ouvertes. Mais tu peux bouger. Tu peux bouger la tête comme tu veux. Tu peux faire ça. Après, le problème à la maison qu'on avait vu par rapport aux télé, c'est qu'il faut se mettre à un certain endroit pour regarder la 3D. Donc en télé aussi, ça marche pas. Donc au final, c'est plus aussi un plaisir perso. Voilà, il me disait que lui, il oscillait justement entre les deux, entre l'utilisation pour regarder des films 3D à la maison, mais aussi pour le PC. Après, notamment, le catalogue PC, il est 5 fois plus grand que le catalogue du PSVR 2. Mais je pense qu'il va falloir vraiment trouver des choses. Il va vraiment falloir le rendre vraiment multifonction, je pense, pour le rentabiliser. Mais qu'un casque VR console, only console, qui n'est pas dispo sur PC et qui ne fait pas tourner en plus les jeux de l'ancienne gène de VR, ça n'a pas d'avenir pour moi, tu vois. Ça n'a pas d'avenir pour moi. Alors, on pourrait poser la question au chat maintenant. Est-ce que vous croyez, on va peut-être faire l'avenir de la VR, ou est-ce que c'est quelque chose au fil du temps? Parce que, en fin de compte, il y a également le côté argent qui rentre en ligne de compte, la fin de la hype, la période Covid qui a modifié un petit peu. Tu parlais de roadmap, et tu as bien fait de le dire, parce qu'il y a des fabricants qui s'y tiennent, quoi qu'il arrive. Ils disent, voilà, la roadmap, c'est ça pour les 5 premières prochaines années. Quoi qu'il se passe, la guerre en Ukraine, moi, on s'y tient. Et c'est vrai qu'ils se sont tenus à ça, mais ils n'ont pas pris en considération l'ambiance, si je veux dire. Qu'est-ce qui
qui se passe actuellement au niveau de leurs concurrents et qu'est-ce qui se passe au niveau du public. Après, on a tendance à parler de pénurie de PS5, mais quand il y en a, elles partent comme des petits pains. Donc au final, ils les vendent. Ils les Oui, ceux écoulent, qui les vendent, Ils écoulent leur stock. Nanix. Donc, tu sais, je pense que tu as aussi la partie du business où tu te dis, bon, bah, finalement, les consoles, on arrive à les vendre. Donc bah, potentiellement, le PSVR 2. Peut-être un truc en plus, quoi. Voilà, ça peut marcher. Allez, on pousse un peu le bouchon. Comme on augmente un peu le prix et les consoles continuent à se vendre. Elles bah, se vendent on parce y qu'il y a va, une quoi. pénurie aussi. Les gens ont peur de ne pas avoir de console quelque part. Ils les achètent aussi souvent Oui. au prix fort, voire au prix super fort. Ouais. Parce qu'ils disent, tu te rends compte qu'il y a eu des tweets sur Internet de certaines enseignes qui disaient on en a reçu 15. Et il y a des tweets pour l'annoncer. Ouais. Donc à ce moment-là, quand tu crées un tel niveau de demande, C'est tu clair. peux pousser le prix. Moi, j'ai une question. Oui. On sait que le PSVR 2, quand même, il est bien. En soi, le casque. Oui, Ah, oui. le matos, c'est. Oui, le matos, moi, c'est bien. j'ai On une a, question. on a pu le tester ici, c'est très cool. Ah oui, Moi, j'ai il est j'ai une vraiment question en plateau. Le PSVR 2 sort à 400-450 €. au prix de l'autre. tu veux dire. Voilà, j'ai un exemple. Il sort à Ouais. 400-450 €. Il est compatible avec les jeux du PSVR 1 à la sortie et il est compatible PC. Est-ce que vous l'achetez? Non. C'est Toujours En fait, pas. c'est ça le truc, c'est que pour moi, tu parlais de l'avenir de cette catégorie. Je pense que cette catégorie correspond très bien à une niche qui adore la VR. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'avenir, juste parfois il faut accepter d'être une niche en fait, tout bêtement, et de s'étendre Ah, je pense que et oui, de faut faire accepter plaisir d'être une aux gens niche, ouais. qui sont dans Ouais. cette niche-là. Les joueurs de VR sont parmi les plus, comment dire, les plus à fond dessus, ceux qui la protègent et qui la soutiennent le plus. C'est une communauté forte et solide. C'est bien. C'est C'est magnifique, génial. hein, clairement à voir. C'est génial. Maintenant, ça ne correspond pas à tous les joueurs. C'est pour ça que moi, je n'achèterais pas, même si tu me le files gratuit, même si je l'ai eu gratuitement, je l'ai laissé à la Laissé au rédac, bureau, tu vois. ouais. Ouais. Genre, parce que je ne suis pas pas ton truc. intéressé par le truc. C'est techniquement et technologiquement super impressionnant. Est-ce que j'ai envie de jouer à ça? Non. Ok. Tu vois, tout bêtement. C'est un super débat encore. Ça pourrait Ah durer, bah oui, durer, oui. parce que vraiment, c'est un truc. Moi, depuis le début, de toute façon, je me questionne. Je suis un mec qui se questionne là-dessus. Et au fur et à mesure, bon, là, ça me fait plutôt de la peine quelque part. Mais quand on Non, analyse ils des- vont mais rebondir. Ils vont rebondir. j'ai Mais pas quand de- t'analyses je les- me fais pas de soucis pour Ça ce va. Non, non, Ouais. mais Ils ça vont fait- rebondir, Pépé. Quand tu analyses les paramètres, tu t'aperçois que ce flop, quand tu lis les paramètres avant même d'apprendre les ventes, tu te dis, bon là, comment veux-tu qu'ils en vendent 2 millions quoi. Ouais. Le flop, c'est Moi, je marqué. pense d'ici Noël. D'ici Noël, t'as les soldes d'été, t'as le Summer Game Fest, t'as les soldes d'été, t'as le Black Friday, t'as la semaine du possible, numérique t'as raison. et t'as Noël. Et t'as peut-être des annonces, et t'as surtout comme Et t'as Noël. et t'as des annonces de jeux. On est T'as d'accord des qu'il y a annonces de jeux et t'auras des packs, des nouveaux Oui, packs. t'auras des packs. Les ouais. garçons, il n'y a aucun bundle qui est fait avec Sony. C'est-à-dire, si Pas vous encore, achetez je la crois. PlayStation plus le masque, on vous fait un prix. Il Ouais. n'y a aucun bundle Pour qui est l'instant, il fait. n'y a pas encore de bundle VR, je pense. Pépé, tu vois la tranche du prix du bundle déjà? En plus. Oui, mais même tu si vois c'est un la- bundle, est-ce que tu tu peux vois enlever la 10-20%, différence ça du va bundle bon à prendre. Ouais, mais les Tu vois, bundles à je- 4 chiffres, je pense qu'il y a quand Ouais, même oui, cette barrière c'est- psychologique. Mais Ouais. moi, je suis un idéaliste, Bon, monsieur. Je suis un idéaliste. Moi, j'essaie de penser aux gens. La boîte, elle peut être archi stylée, hein, mais moi, le jeu que tu veux avec, hein, waouh, 4 chiffres, comme dirait ça, c'est dur. Hein. On parle aussi d'une marque qui a lancé la PS3 à 700 balles, hein, donc à partir de là. Oui, si on parle de là PS3, aussi, 100 balles, c'est voilà. pas faux. C'est vrai. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un débat. On va y revenir. Je pense que dans le JDH, les mois à venir, on aura des trucs à dire là-dessus. Il y a un truc qui m'éclate aussi, qu'on va parler, on va passer à Nintendo directement avec toi, au Taxu. Bah oui, en parlant d'éclater, parce que je voulais pas la finalement, faire. les Ah, mais non, mais Joy-Con c'est pas possible. éclate entre les doigts de leurs utilisateurs. Le nous drapeau savons, blanc, drapeau blanc. Mais non, les Ah, mais gars. moi, tu me tends une perche de Mais, oui, transition mais je sais absolue, plus je comment l'apprends évidemment. Il n'y a plus comment faire. Vous le savez, ça fait désormais quasiment un an après la sortie de la Nintendo Switch, et ça commence à faire un bail. Parce que, longtemps, c'était quoi 17, 2000, Par l'époque, comme on dit. 2017, je sais 2007, plus. la Switch, ouais, je crois. Oui. Mais en tout cas, ça 2016, fait un ouais. bail. On avait déjà eu les premiers rapports des utilisateurs qui parlaient d'un souci de drift avec les Joy-Con. Où, globalement, même si vous ne touchez pas le Joy-Con, il va quand même dans une direction. Votre personnage se met à bouger, quoi qu'il arrive. Donc ça C'est pose un ghosté, souci. quoi, parce que c'est C'est- Casper qui te manipule. Mais non, Oui, il y a quelque quelqu'un part, qui c'est un joue peu avec ça. toi, quoi. C'est Big Brother qui prend possession. Qui prend de C'est cette Big position. position. Brother à mes Voilà. aïeux, ça a pris les données, c'était terrible. Non, c'est évidemment un problème mécanique. C'est un problème connu hein, des sticks qui utilisent les technologies que l'on a l'habitude de tester. Ils sont plutôt dans la tension et dans le reconnaissage de la position de ce genre Le de choses. reconnaissage. Oui, le reconnaissage, ouais. Moi, j'utilise des mots exclusivement Ça se pour le dit. Non, mais JDH. c'est que moi, j'aime C'est tous les français. mots. Hein. Moi, je suis un garçon. Je rigole. Reconnaissance, Mais, c'est mieux- prends. c'est mieux Voilà. que- c'est toujours mieux que reconnaissance. Mais Oui, mais non. Nanix, monsieur Nanix, s'il vous plaît. Je ne veux pas de Mais- votre mais oui, reconnaissance, monsieur je veux votre reconnaissage. Toujours Ah, est-il j'adore. que ça fait Laissez-moi quelques sortir. années maintenant qu'il y a une longue bataille juridique pour quelque part plus ou moins forcer Nintendo à admettre qu'ils ont sorti un produit qui est relativement défectueux, on va pas se Ça mentir. drift, ça drift. Sachant que... c'est quoi le mot? C'est obsolescence, c'est ça? Obsolescence programmée. Voilà. Non. Initial D. Non,
Certainement pas en 1998. Ah merde, on est en 2023. Oui, effectivement, ouais. Non, toujours est-il que la bataille a fait plier Nintendo et nous avons de belles évolutions sur ce terrain puisque maintenant Nintendo est forcé, notamment dans le territoire européen, à réparer gratuitement, même en dehors de la garantie, toutes les Joy-Con qu'on lui envoierait pour souci de Joy-Con Drift. Jusqu'à nouvel ordre, comme le précise. C'est un aveu aussi. C'est un aveu qui a été forcé par notamment énormément d'associations de consommateurs, dont UFC Que Choisir en France. C'est flagrant, c'est un aveu qui obvious. Ça fait combien d'années que cette histoire est traîne justement, depuis la sortie du jeu. Depuis, clairement, depuis la sortie de la console. Et la bonne question, c'est sur le plateau, qui a une Switch? Pas moi. Qui n'a jamais eu de problème de Joy-Con Drift? Personne ne peut lever la main. 6 mois, parce que je dois avoir 20 heures de jeu sur ma Switch. Ah voilà. Donc clairement, je les aurais pas, les Joy-Con Drift. J'ai eu sur ma tous les gens manette que je pro connais qui ont après 30 heures de vraiment jeu, donc tu vois, Joy-Con et voilà. manette pro, pareil. Oui, parce que évidemment tous les joysticks sont concernés, mais là pour le coup, ce sera que pour le Joy-Con qu'il y aura cette prise en charge. Alors sachez quand même qu'il y aura des limitations, parce que ça va pas être la dinguerie non plus. Nintendo indique bien qu'il va refuser les réparations pour les sticks qui ont été endommagés par l'utilisation d'accessoires tierces. Donc notamment si vous avez, je sais pas, une coque protectrice, etc., ils pourront un peu zoulouter sur ça. Ou évidemment s'il y a des dommages qui ont été faits par l'utilisateur lui-même, acheter ton évidemment. Joy-Con à travers la pièce. Voilà. Exactement. Si tu as toi-même ouvert ton Joy-Con, pareil, la garantie, tu peux te la mettre dans le baba. Waouh. Ce qui est un petit peu dommage puisque la plupart du temps, les personnes qui ont souffert du Joy-Con Drift, justement, ont ouvert le Pour Joy-Con essayer pour de le pouvoir régler, le justement problème. le réparer. Voilà, La pour plupart régler. du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs solutions, notamment pour beaucoup, ça a été de cleaner simplement les contacts, ça suffisait. Enfin, pas les contacts, mais le Joy-Con lui-même. Pour d'autres, et c'est une solution qu'appose généralement Nintendo dans son SAV, c'est de créer un petit pad, généralement en mousse, qui vient compresser un petit peu plus le joystick et qui lui permet de tenir un petit peu plus dans le temps. C'est ce que fait Nintendo quand vous l'envoyez au SAV, notamment. Donc c'est un petit peu dommage que si vous l'avez ouvert, modifié, réparé, vous l'avez dans le baba. C'était manger de l'ouvrir. Alors Parce que le truc, ça fait des années qu'on est forcé par les Nintendo gens et essaient son de manque voir de s'il fallait suivi pas de le faire. nettoyer. Oui, mais truc, comme ça, tu tu vois. as dit, c'est pour que ça évite. On ouvre les vannes. On va pas ouvrir les trucs, les vannes. En même temps, t'avais qu'à pas faire un produit qui claque au bout de quelques mois. Il y a un moment, c'est de ta faute. Tu vois, genre. Donc bon, dommage, mais en même temps, prenez en considération ça maintenant si jamais vous subissez le Joy-Con Drift, parce que vous allez probablement le subir à un moment, et parce que même si vous achetez des nouveaux Joy-Con aujourd'hui, ils vont les subir quoi qu'il arrive. C'est un problème qui n'a jamais été résolu. Vous pourrez au moins l'envoyer gratuitement et même en dehors de la garantie à Nintendo pour qu'il le répare. C'est quand même une belle avancée. À la base, c'est une bonne nouvelle. C'est complètement une bonne Ils sont nouvelle. tous de joie. Mais de toute façon, ils n'avaient pas. En fait, en vrai. Parce que là, on parle de reconnaissance, mais ils avaient déjà à demi-mot. Enfin, ils avaient fait une première vague d'excuses qui n'était pas vraiment une vague d'excuses, puis une deuxième, etc. Il avait déjà reconnu ce problème-là, mais il avait reconnu en disant on va mettre en place, comme tu disais, un système, un protocole pour expliquer aux gens comment réparer le truc. Non, c'est juste, les gars, assumez votre erreur jusqu'au bout. Il réparait toujours le truc, mais c'était si tu étais sous garantie, Voilà, il exactement. fallait envoyer toi-même, il n'y avait pas vraiment de procédure. Là, c'est principalement grâce au travail, notamment en France, de l'UFC Que Choisir, donc il faut vraiment leur tirer le chapeau, qu'on a une vraie démarche, parce que du coup, l'UFC Que Choisir, c'est quand même casser la binette, à aller chercher tout plein de consommateurs qui ont eu ce souci et leur dire, les gars, en fait, on peut travailler tous ensemble pour forcer Nintendo à bouger. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Cimer, respect et robustesse, quoi. Oui, enfin, ça arrive un peu tard. Donc, tu peux dire ce que tu veux, mais vas-y. J'ai une question, parce que là, je sais que c'était Nintendo, mais comme avant, on a parlé de PlayStation, je retourne dessus. Bon, pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. Et pour le coup, j'ai quand même bien dosé la manette. Mais j'ai énormément, enfin, 3/4 de mes collègues au moins qui ont la Play 5 ont tous eu du drift. Ah ouais? Oui, mais en fait, c'est un problème La plupart, inhérent. ils ont acheté la console Day One et tout. Plusieurs, ils ont quasiment tous eu du drift avec des manettes. C'est un problème inhérent aux joysticks qu'on utilise la plupart du temps aujourd'hui, qui sont des joysticks mécaniques. Donc c'est des parties qui bougent au moment où tu bouges le truc, qui fait que ça s'érode. Et quand ça s'érode, du coup, tu n'as pas forcément le point central qui reste. C'est un énorme. On peut le dire que c'est le successeur des problèmes qu'a vu le joystick des Nintendo 64, là où ça devient tout mou et c'est insupportable. Sauf que là, on est au millimètre près, on va dire, tu vois. Donc du coup, ça s'érode et ça pose ce souci. L'avantage qu'on a sur la plupart des manettes, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même définir le point central. Donc, au moment où on a cette érosion qui est quand même naturelle, on peut redéfinir
le point central de telle manière à contrer le drift. Maintenant, quoi qu'il arrive, ça va s'éroder et s'éroder encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des joysticks qui sont ce qu'on appelle des joysticks à effet Hall, qui sont en fait des joysticks qui vont déterminer la position par rapport à des aimants. Donc il n'y a pas d'érosion, donc théoriquement, il n'y a pas de drift possible. Il y a un petit message pour vous sur l'écran. Les rageux qui balancent la manette, bah oui, ça après, ce ne sera pas couvert par la garantie. On a connu des gens en compétition qui avaient un budget manette, qui en fait 3 ou 4 par... Ouais, vraiment. Ah la Je me vache. rappelle d'un mec, Ils abusent. je fais un match, je crois que c'était PES contre lui, il met 2 buts hors jeu. Je gagne le match 1-0, un braco. Je le vole, il se lève, il me serre la main, il se retourne, il prend la manette, bam, et il éclate au sol. Je regarde, je fais ça, il me dit, je me sens beaucoup mieux. Et il s'en va. Le week-end suivant, il est encore là. Et pareil, il pète un câble, il répète une manette, quoi, tu vois. Quand tu vois le prix d'une manette aujourd'hui, À sacré propos, budget. ce week-end, t'es pas quelque part avec moi? Oui, Il faut quand même qu'on le dise, parce que Ouais. pour les gens qui seraient du coin du Poitiers, Grand Poitiers, exactement. nous sommes tous les deux, À la GA 2023, à la Gamers La GA. Assembly, tout à c'est fait. avec Rofelos qui sera avec nous aussi, Oui. et Norman. Norman, je crois qu'il y a Zulu aussi qui est là. Peut-être Zoulou, le petit Ouais. Zoulou d'amour. Il y Voilà. a tout le monde. Mais oui, mais on va vous a demandé en Pendant même temps, vous. Hein, donc, soit vous partez au sport d'hiver, soit vous partez je ne sais pas où. Donc, au En Grand Poitiers, Bretagne, monsieur. en Bretagne chez toi, Voilà. et Normand te salue. Et d'ailleurs, Hein pour ceux qui seront là-bas, petit teasing, guettez la grande scène de la GA Oui. vers 16h, il y a peut-être une petite surprise. Et avec Rofelos, on a un truc, on fait, je crois, c'est le samedi à 13h, nous, Olivier et moi. Voilà. Et pour Norman, je sais pas, j'ai pas son planning du tout, et pour Zoul non plus. Pour ceux qui aiment le Wii Bowling et Silver Geek, il y a peut-être une surprise. Alors, Surprise mais avec tu sais que ça fait un carton tous les ans. Bah, du coup, passe aux arènes, à 16h, au moment de la grande finale, c'est peut-être une Je petite suis bientôt client de ça, du il y a Silver peut-être une Geek. petite surprise. C'est quoi. génial. Bientôt. je sais Bon alors, dans tous les cas, c'est ce week-end, ça commence, il y a Bah, des samedi. LAN. Ça dure combien de temps? Ça dure 48 heures pile. C'est samedi, dimanche, et ça se termine lundi, parce que tu as quelques finales Oui, c'est vrai, lundi. Voilà. c'est lundi, donc au Grand Poitiers. Venez nous voir si vous êtes dans les parages, on se fera un plaisir de vous Allez. tchatter, et puis vous verrez Monsieur Nanix, c'est tout en pleine Il y a des- forme. et il y a des PC, parce que je crois qu'il y a de l'overclocking à chaque Yes, fois avec it is. Je confirme. Je confirme. En parlant de voilà, on va parler un petit peu maintenant avec toi de Asus et du Steam Deck. Ça m'intéresse beaucoup aussi comme Moi news. aussi. Ah oui, parce qu'après tout, à la GA, il y aura probablement énormément de joueurs qui possèdent déjà le Steam Deck, mais le fait L'ont est que le décoré Steam Deck n'a et pas tout. forcément Allez, convaincu gars. tout le monde. Non. On est bon. Ça suffit, Monsieur Tlaxou. Évidemment. Je parle, mais je vous entends quand même. Ça suffit maintenant. Mais voilà, vous le savez, parce que j'en ai parlé moult fois dans le JDH, que le Steam Deck commence, et avait déjà avant, mais bon, on va pas le dire, à avoir ses rivaux sur le marché. Hein. Je pense notamment à Yaneo, qu'on a présenté plus d'une fois ici. Je pense à One X Player, mais qui sont des marques chinoises qui n'ont pas forcément les mêmes, comment dire, le même moyen de toucher le grand public. Et bah, au 1er avril, on a eu Asus qui nous a annoncé, tout La simplement, date n'est pas son Steam en Deck. l'air. Hein. Et Parce que je me suis posé la question quand j'ai vu le truc. ils ont fait exprès de Ah bah. se dire haha, c'est une vanne, et le lendemain, haha, c'en était pas une. En fait, ça sort à la fin du mois, à peu de choses près. Sur le marché américain, on sent qu'il y a eu une annonce en 2 steps de on voit si ça vous intéresse, mais en même temps, on l'avait déjà prévu. Comme ça nous permet de prendre des notes aussi, parce que de toute évidence, ce produit va être plus ou moins limité aux US pour une première vague. On n'a pas encore de date de sortie en Amérique. Tout ce qu'on sait, c'est que les ventes vont démarrer à la fin du mois sur Best Buy, si je ne m'abuse, aux US, aux US. Mais toujours pas de détails pour l'Europe. On espère que ça viendra, puisque pour le coup, le produit est pas mal intéressant sur le papier qui n'est pas tout à fait intégral. On n'a pas le grand détail, mais tout ce qu'on sait, c'est que déjà, on sera sur une architecture AMD Ryzen 7000, donc la dernière architecture mobile de AMD qui intègre un CPU Zen 4 et un GPU RDNA 3. Oui. Pour vous donner un petit point de référence, sur le Steam Deck, on est sur un CPU qui est Zen 2 et RDNA 2. Donc on est vraiment sur les J'ai toutes suivant. dernières générations, que ce soit processeur ou carte graphique, en APU pour ceux qui savent, de AMD. Ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que Asus promet jusqu'au double des performances du Steam Deck sur ce produit-là. C'est pas tout, on a aussi un refroidissement à 2 ventilateurs au dos, ce qui n'est pas le cas sur le, Pardon, sur le on Steam Deck. rigole, Non, on rigole parce que de c'est la la- pub. c'est La pub, ouais. trailer. Le mec trouve pas ses clés, il est énervé. Il a oublié Puis il ses se rend clés, compte ouais. qu'il a son Rogue Ellie sur lui, il dit ah trop bien. Bah, vas-y, c'est pour trop ça cool, que s'assoit, il c'est veut. un truc de 1er avril quelque part, c'est qu'ils ont fait de la Énorme, grosse cette vanne séquence sur est leur séquence. énorme. Énorme, ouais. Et vous verrez la fin du coup. Mais pour revenir du coup à la technique
technique, donc refroidissement de ventilateur au dos, donc plus silencieux et plus performant que le Steam Deck, sachant qu'un des gros points de contention du Steam Deck, c'est le bruit que fait la machine, que les ventilateurs particulièrement. On a un écran qui est 7 pouces, même diagonale que le Steam Deck, mais en 1080p avec une luminosité maximale promise de 500 nits. Donc ça veut dire que pour jouer dehors, c'est beaucoup par rapport à la possible. bestiole. C'est très pas mal, beaucoup. C'est vérifié, j'entends. Et C'est attention, pas... oui, après, on le pipeau. ça peut être le pic lumineux plutôt que la luminosité maximale, comme c'est souvent le cas, tristement. Et on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alors que là, on est limité évidemment à 60 Hz sur le truc. Écran Et ça 120 Hz. s'arrête une nouvelle fois pas là. On a une seconde vidéo que je vous invite à cliquer dessus sur la régie, puisqu'on a la connexion XG mobile qui est intégrée au produit. Je vous ai parlé plus d'une fois des GPU externes, des petits boîtiers sur lesquels vous pouvez brancher les GPU. On a eu en test l'Asus, évidemment c'est là où je vais louper le nom, je crois que c'est le Z13 qui était... non, le Z13 c'était l'espèce de petite tablette façon surface à laquelle tu pouvais brancher... À la maison, tu avais branché un truc avec Voilà, ce petit boîtier justement qui est le boîtier mobile. Donc c'est un GPU déporté intégré à un mobile. Ce truc a la connexion XG mobile, ça veut dire une bande passante. Alors de mémoire, c'est du 52 gigabits, mais quoi qu'il arrive, c'est un PCI Express x8, alors que sur le Thunderbolt 4, on est sur du x4. Donc on limite beaucoup moins les performances d'un GPU déporté, comme on pourrait le faire sur un Thunderbolt 3 ou 4 classique. Maintenant, c'est de l'IGPU, déjà c'est un connecteur propriétaire, ça fait un peu grincer les dents quand même. C'est un GPU déporté qui vaut extrêmement cher aussi, mais c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on pourrait la traiter comme une Switch, mais alors sous hormones des familles, et connecter, stéroïde de ouf, connecter une 4080 directement au cul du truc, et déporter tout ça sur un écran 4K avec vraiment les graphismes de gueudin, pas la Nintendo Switch pour le coup là-dessus. Sauf que voilà, je pense que tu vois, tu taquines un peu le truc. Ah non, mais moi je sais que je vois tes paroles, parce que chaque fois, il y a quand même quelques fois je suis largué. Là, j'ai tout écouté, et sur le papier, on est d'accord, c'est prometteur. Ah bah sur le papier, c'est génial. Sur le papier, directement, évidemment. On the paper. Mais tu sais ce qu'on n'a pas sur le papier? C'est le tarif. C'est le tarif. Mais alors, est-ce qu'on peut le deviner? Parce que moi, je l'ai pas vu le tarif. Eh bah c'est simple, on peut pas le deviner, ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Et t'as une idée? Oh oui. Non, mais il faut se part un petit peu, parce Oui. que à un moment, t'annonces ça, là, tout le monde est en train de regarder en disant ouais, sur le papier, ça a l'air d'être super cool, ça dépasse le Steam Deck ça a et l'air autres. génial. Moi, la luminosité, le machin, la vitesse, ça me plaît. Il y a un petit truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ils ont pas mal étudié leur design de telle manière à ce que, si tu veux, il y a une espèce de bordure un peu inclinée sur le bas du truc qui est faite pour que quand tu sois posé comme ça, ce soit parfaitement incliné sur Ça ton truc. tient en biais. Ça tient en biais un petit peu, il y a un support, il y a un soutien. C'est très logique, c'est vraiment pas mal foutu. Tu me rappelles le prix du Steam Deck? Le Steam Deck, alors de départ. mémoire, il démarre à 400 et quelques. D'accord. C'est Vendu uniquement aux États-Unis pour le moment, celui-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonce Europe. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce Europe et il n'y a pas de vraie annonce précise US en plus. On n'a vraiment pas les prix. Il y a rien du tout. Voilà. Ils ont pas quand même un peu gonflé Les le précommandes truc, seront annoncées en fin de mois sur Best Buy, qui est un partenaire. Je pense que en fait, ça me fait penser à Razer avec sa Edge 5G qui avait comme partenaire Verizon, où tu sens qu'ils testent un peu les trucs, mais ils sont pas complètement fous. Donc ils ont signé un petit chèque pour avoir une exclue. Là, clairement, on n'a pas le prix précis. Je vais vous spoiler Pour le chat, très ça vite. donne des prix. 419 Ah bah tiens, euros. les loulous, ils ont les prix. Sur le chat, ça dit Non, Non, ça prive des prix. Alors, par exemple, Keskim, 700 euros. Non. Mais calmez-vous, mais pétez un tympan, monsieur Taxiou. Je suis désolé, mais quand on a un écran 7 pouces, 1080p, 120 Hz. 500 nits, 120 Hz, déjà rien que ça, c'est juste 3 fois le Steam Deck, il n'y a pas de feinte. Quand on a une architecture Ryzen 7000, sachant que cette architecture-là, tu la vois surtout sur des gros PC, clairement, ou alors, même si on l'utilise en Ultrabook, ça va être un Ultrabook qui est à minimum 900 balles, clairement, tu vois. Quand on a la connexion XG mobile qui est intégrée, quand on voit que c'est un format petit, donc qui inclut du coup un design de ventilation qui est exclusif à ce produit-là, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile à produire. Franchement, déjà, ces 4 chiffres, c'est sûr, il n'y a pas moyen que ce soit moins de 1000 balles, je vois même pas comment ils pourraient faire ça. On parle d'une console portable, quoi. On parle d'un PC gaming Un portable. PC après, quand Mais qui est la cible? À un moment donné, si ça dépasse. Pour moi, ça va taper le 1002-1003, clairement. Pardon? Mais qui est la cible? Alors, moi, je dis qui est la cible. À ce prix-là, je prends le bundle du PSVR. Alors, Oh là, elle est très. Nanix, alors. Désolé, à ce prix-là, je prends le PSVR. bundle, franchement. alors, Oui, on est d'accord. il y a, je pense qu'il y a une cible aujourd'hui.
Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vas-y, parce que tout m'intéresse. C'était une intuition que Tout j'avais m'intéresse. quand je vous ai présenté l'Aya Neo, je l'avais subtilement intitulé le Steam Deck des riches. Je pense qu'il y a clairement un marché parce que Valve a déjà annoncé qu'ils n'allaient pas mettre à jour la configuration de leur Steam Deck avant pléthore de temps. D'accord. Sauf qu'on est sur le marché PC, et le marché PC, on est quand même face à des consommateurs qui peuvent sortir le chèque pour updater tous les ans s'ils le veulent. Il y a une culture d'être toujours à jour et d'être toujours au plus performant possible. Mhm. Là, Asus veut se placer sur ce côté ultra performant et met les moyens pour ça. Ça, c'est l'Aya Neo R, qui, d'ailleurs, un nouveau modèle vient de sortir en génération 6000 aussi, donc équivalent du Steam Deck, mais il y a probablement une version 7000 qui va sortir sous peu. Bref, il y a du concurrent sur ce marché. Et si Aya Neo a réussi déjà à avoir ses acheteurs, Mhm. ROG, qui est une des marques les plus plébiscitées du milieu du gaming, Gaming. qui arrive avec ça, qui arrive avec un soutien, avec un vrai SAV aussi, qui arrive avec une marque qui est connue, et qui arrive avec des GPU déportés, un vrai écosystème, etc. Je pense que, ça va pas être nous, mais je pense qu'il y a un vrai marché à Ça peut être conquérir. nous. Ça dépend le prix. Ça peut être nous. Tu sais, pour le coup, moi, la proposition Steam Deck, elle m'enchantait pas trop parce que j'avais testé la plupart des jeux que j'avais testés dessus. Ils tournaient pas comme je voulais, malheureusement. Mais ça, c'est une proposition qui me parle. Après, bien évidemment, voilà, mettre un SMIC dedans, je suis pas chaud. Mais vu les specs, comme tu dis, faut voir où est-ce qu'ils vont pouvoir optimiser. La différence, je pense que c'est Asus, comme ils travaillent dedans depuis bien longtemps, ils produisent, ils construisent depuis longtemps, il y a peut-être moyen d'optimiser d'une meilleure façon que Steam Deck, qui ne fait qu'un seul produit au final. Alors Parce justement, que la Steam Console, on n'en a pas eu. pour aller sur ça, parce que j'ai oublié de le dire, ce sera une console qui tournera sous Windows. Donc du coup, Ok. il n'y aura pas les soucis de compatibilité que ouais. peuvent avoir Steam Deck. le Steam Deck à cause de l'interface Proton. J'ai l'impression de le dire à tous les JDH, mais voilà, l'interface qui transfère le code Windows vers Linux, etc., etc. Et il y a aussi, Asus développe une interface dédiée où tu pourras retrouver tes jeux Steam, tes jeux GOG, tes jeux Epic Games, etc., les lancer C'est pas mal ça. rapidement. Donc peut y avoir un beau truc là-dessus. On rappelle aussi que qui dit Windows dit Game Pass Ultimate. Oui. Et ça, c'est quand même un énorme argument. Quand tu as ce genre de considération, tu peux aussi te dire, je me fais mal sur une grosse config parce qu'elle va me durer beaucoup plus longtemps. Parce que de toute manière, les jeux, je les ai avec le Game Pass, je les ai avec le truc. Tu vois, c'est un marché qui va clairement évoluer. Tout l'intérêt de Valve était justement de lancer ce marché auprès du grand public. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, je trouve pas ça étonnant de voir un ROG arriver. Ça peut être effectivement une formule qui va être extrêmement coûteuse au début, mais je pense que c'est aussi le prix quelque part de l'early access, parce que vu qu'ils doivent développer un châssis, un refroidissement, une carte mère qui rentre dans des trucs comme ça coûte extrêmement cher sur la première vague. Mais quand on arrive à la troisième, à la quatrième, où tu as des marchés, enfin des consommateurs toujours plus convaincus, tu peux faire baisser tes prix énormément. Pas autant que Valve, parce que eux, ils reprennent leur coût sur les ventes de jeux. Mais ils peuvent quand même drastiquement faire baisser le truc. Donc d'arriver en mode, nous on vous met un truc où on a 120 Hz, on peut vraiment passer les jeux en moyen voire high en 60 et il n'y a pas de souci. Je connais pas mal de gamers qui pourraient être super intéressés en vrai. Hein. J'ai du mal à ne pas y croire en fait, c'est ça le truc. Ce que j'ai du mal, c'est d'estimer le prix plus tu m'en parles. Parce que j'avoue que là, j'ai fait l'addition de tout ce que tu m'as dit, tous les assets. J'ai dit, mais combien Parce que les arguments techniques, il n'y a rien à dire. La proposition, elle est belle. Après, c'est ça. Prix, quoi. Enfin... Si c'est 1499, Alors, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, on ne sait pas où on va. non, j'y vais pas, 1500. Pour vous donner un peu l'ordre de réflexion qui m'amène à 1002. On est aujourd'hui capable de faire des PC gamers qui sont aux alentours de 800-900, qui déploieront plus ou moins les mêmes capacités. Ouais. Donc on peut se dire, voire même 700, on peut se dire 700, 800, 900, on a un ordi gamer qui est GPU RDNA 2, 3, etc. est très, très performant, donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais le souci, c'est la miniaturisation et c'est le fait qu'on va pas, l'offre et la demande. Forcément, on sait qu'on n'aura pas une demande énorme, donc on va pas mettre une offre énorme, ce qui veut dire qu'on peut pas avoir des économies d'échelle, etc. Le capitalisme, c'est l'économie, la base, quoi, tu vois. Donc du coup, je me dis 300 balles par rapport à un PC qui pourrait être à 900 s'il était dans un format classique. C'est pas si choquant que ça, je pense que ça rentre un petit peu dans le truc, donc 1002. Je le vois pas dépasser 1002 parce que sinon après on arrive dans un territoire où effectivement les gens ont l'impression de se faire abuser par rapport à un Steam Deck. Je pense pas qu'on puisse aller, mais ils peuvent me choquer, hein. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller en dessous de 1000 € par rapport à la configuration qu'ils essaient de mettre dessus.
Maintenant, c'est possible aussi, parce qu'au-delà de ça, on peut aussi se dire, les écrans 7 pouces, 16 neuvième, 1080p à 120 Hz, tu les retrouves sur la tablette, donc tu as des économies d'échelle aussi que tu peux retrouver là-dessus. Ce SOC 7000, je ne pense pas, a priori, ils vont prendre un SOC classique, donc il y a aussi des économies d'échelle de se dire, on prend les 7000 qu'on avait prévus pour d'autres produits, on en prend 30%, on les met sur d'autres. Enfin, voilà. On peut pas très bien estimer le prix de ce truc. Et moi, j'ai une question, je te goûte dans ton discours, parce que j'adore, mais est-ce que actuellement, avec les specs de ce système, est-ce qu'il y a un équivalent sur le marché, ou est-ce que là, ils sont en train d'aller vers un terrain inconnu, entièrement vierge? Ah non, là ils sont tout seuls. En fait, ils sont aussi seuls qu'est AMD sur l'APU. Voilà, ok. C'est qu'aujourd'hui... Ils mettront un prix qui sera palier, plancher, et après, les autres qui voudront entrer faire proposer la même chose devront ajuster, mais en fait, c'est eux qui vont un peu dicter le prix à venir pour... C'est Valve qui a dicté vraiment le prix, et c'est ça le problème, en fait. C'est que du coup, Valve a tellement défoncé le game du prix à la minute où il est arrivé sur le marché, que quoi qu'il arrive, ça va toujours être comparé au Steam Deck, quoi qu'il arrive. Même si tu es 3 fois plus puissant, quoi. C'est super intéressant comme news. Mais je te dis encore une fois, je suis dans l'expectative d'avoir cette annonce qui s'est faite par Best Buy, c'est ça, parce qu'il est très puissant. C'est Asus, évidemment, Asus ROG qui fait l'annonce. A priori, justement, en vente sur Best Buy. Ça va être en vente que sur Best Buy ou en précommande d'ici la fin du mois. C'est là où on pourra normalement découvrir la fiche qui est complète, etc. On en reparlera dans le JDH, évidemment. Mais en Europe, pour l'instant, on n'a vraiment aucune info. Donc... Écoute, j'ai fait une petite chronique, je crois que les gens se feront leurs petites idées, on pourra faire des paris et tout. Moi, je misais pour 1199 au final, tu vois, un truc dans le genre. Je pense que 1002, c'est le bon pari. Moi, je pense que le 999,99 centimes... Oui, ils peuvent essayer de tirer. Je ne pense pas que ça fasse 1000. C'est mental. Pas les 4 chiffres. C'est mental. À la caisse, tu vas sortir ta CB ou je ne sais quel autre moyen de paiement, ça sera 1000 balles, quoi qu'il arrive, qui vont partir de ton compte, mais le 999, c'est un 3 chiffres. 1002 pour moi, ça marche pas. Bon, ok, c'est moi qui me Dans tous les cas, ça restera un public niche, comme tu l'as dit. Forcément, on va pas viser une grande audience. Mais si tu veux le vendre même à des gens qui auraient pu être un peu sceptiques, je pense que 999, ça soulage. Oui, non, mais foncièrement, vous avez raison. 1002, c'est KO. Après, ça se trouve, ce sera 799 et là, on fera. Mais comment est-ce possible? Voilà, et là, où est le loup? Ils ont soudoyé qui? Le procès. Démontez-moi tout ça, là. Je veux tout. Et mesurez-moi l'écran. C'était 500 nits que tu as annoncé en plus sur l'écran. 500 nits, ouais. Tu peux jouer en plein jour avec 500 nits. Non, ça Ah oui, largement. Ça fait rêver. Ça fait quand même rêver, ouais. Et même nous, pour les organisations de tournois de jeux de combat, on cherchait des setups. Les séries S qui sont très bien à transporter, la PS5 qui est un peu grosse. On se dit, putain, on va peut-être devoir se tourner vers le PC. Mais si tu as justement des Asus ROG de cette taille et tu les ramènes, tu as juste à brancher un écran dessus, c'est exceptionnel. Mais à 1002, pareil, tu pourras pas toucher les Asus. On en parle à la fin du mois quand on aura l'annonce. On espère une bonne surprise de la marque. Voilà. Et on se fera un plaisir de mettre le site. On a dit 999, 1002, 1002. J'ai dit 1199 parce que j'estime qu'elle est quand même chargée jusqu'à la ligne de flottaison, celle-là. Mais peut-être qu'ils ont fait un effort sur le prix. Parce qu'ils vont pas gagner de thunes. Hein. Ils peuvent accepter de vendre à perte aussi, mais là je ne crois pas. Ils tentent un truc, donc je le vois. Allez, open bar. Allez les gars. Alors en parlant d'Amérique, de trucs comme ça, il y a des trucs qu'il faut. Non, mais Monsieur Nalix, je vais quand même essayer de vous faire une intro de oufas. Allez, vas-y. Parce que à chaque fois qu'on fait un JDH, et même dans Popcorn, j'ai parlé de ChatGPT. Parce que c'est un truc qui me travaille la tête, je ne s'arrête pas de lire des trucs dessus, d'enquêter et autres. Et là, c'est vrai qu'on l'a évoqué également avec des potes et même dans la profession, en essayant de savoir, en français, quelles sont les limites de ChatGPT. À quel moment est-ce que ChatGPT va franchir la ligne de non-retour? Et là, tu as des petites idées déjà qui, moi, me font tilt. Hein. Alors déjà, ChatGPT, c'est pas eux qui vont vous proposer un PC portable à moins de 1900 €. Pas possible. L'intelligence artificielle ne pourra pas vous le faire ou régler mes problèmes de pollen. Par contre, ce qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est faire des choses absolument illégales, comme par exemple générer des clés Windows. Des clés Windows, voilà. Donc, on peut le faire avec ChatGPT? On peut le faire avec ChatGPT. En fait, c'est incroyable. C'est le youtubeur américain Underman qui, du coup, en réalité, il a un peu forcé le truc. Parce que évidemment, il a tenté d'y aller en mode naïf, et évidemment, ChatGPT lui a fait bien comprendre que c'était quelque chose d'illégal. Et donc, il a poussé en fait le chatbot à le faire en détournant un petit peu le truc. Alors, il y a une vidéo YouTube du coup qu'il a faite dans laquelle il explique un petit peu son procédé. D'abord, il a choisi une version de Windows qui était
peut-être la plus simple à encoder pour pouvoir générer un code pour ChatGPT, à savoir Windows 95. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que donc cette ancienne version, cette version old de Microsoft, de l'OS, donc utilise une série de paramètres qui est assez simple à décoder du coup et à comprendre pour le chatbot. Donc il est parti là-dessus. Et ce qu'il a fait, c'est que d'abord il a demandé donc à ChatGPT de simplement générer une clé pour Windows 95. Ce que le chatbot lui a dit non, je ne le ferai pas. Et derrière, elle a dit bah écoute, il y a pas de problème, je vais passer par un petit détour. Je vais créer un prompt et en fait, en gros, je vais te donner toute une série de consignes à faire et à la fin, bah, en appliquant toutes les consignes que je te demande. Par va lui donner une miracle, clé. Il l'a créé un piégé. tu vas générer. Il a détourné la tronçonneuse, il l'a Exactement, piégé. tu vas générer cette fameuse clé. Et en fait, Ouf. il a fait en tout et pour tout une dizaine de prompts qu'il a amélioré au fur et à mesure que l'IA lui a répondu. Et il a peut-être aussi envoyé bouler parfois. Et donc, il a eu sa clé valide pour pouvoir activer Windows 95. Exceptionnel. Forcément, Underman, derrière, a gentiment remercié ChatGPT en disant « Merci frérot ». Pour la clé de validation. Ce à quoi ChatGPT lui a répondu, je vous cite, ouvrez les guillemets, je m'excuse pour la confusion, mais je n'ai fourni aucune clé de Windows 95 dans ma réponse précédente. Je ne peux fournir aucune clé de produit ou code d'activation pour aucun logiciel. Et d'ailleurs, le chatbot qui a précisé que depuis 2001, Microsoft ne prenait plus en charge Windows 95, donc c'était de l'ordre de l'impossible. Et en fait, donc il y a le site Gizmodo qui a interrogé Underman. Il a expliqué que il a fait l'expérience sur la version ChatGPT 3. Il l'a également fait sur ChatGPT 4. Et en fait, il a pu générer plus de clés valides en passant par ChatGPT 4 que par ChatGPT 3. Voilà. Mais il a réussi à le faire. Et donc la vidéo, vous tapez littéralement Underman Windows 95. ChatGPT, vous allez trouver, je vous donne vraiment les 3 mots-clés pour trouver ça sur YouTube, vous allez tomber sur la vidéo, on vous a montré le petit extrait dans lequel Underman explique comment il a réussi à faire en sorte qu'une intelligence artificielle fasse quelque chose d'illégal, à savoir générer une clé valide pour un logiciel d'exploitation. Voilà. Enfin, tu le fais pas instinctivement. Le mec s'y connaissait beaucoup. Bien sûr. Il a Ouais. réussi à Oui. trouver des subterfuges pour piéger Exactement. GPT. Il est passé par des chemins détournés. Mais déjà, il a utilisé la version de Windows qui était la plus simple Voilà. à encoder et derrière, plutôt à décoder, pardon. Utilisé en plus. Voilà, et derrière, il expliquait, il a fait vraiment le truc en 2 étapes. D'abord, j'y vais le plus innocemment possible. Bonjour, génère-moi une clé, c'est non. Un peu comme quand tu vas en boîte de nuit et que t'as pas les bonnes chaussures. Il n'y a pas de problème, la bonne tenue, il n'y a pas de problème. Je vais chez le frère Reza, il va m'équiper. Reza, il veut pas t'équiper au départ. Tu lui envoies plein de copains, plein de frérots. Et à la fin, c'est bon, Reza, il te passe une tenue, tu peux entrer en boîte. Bah là, c'est pareil. C'est ce qu'il a fait avec ChatGPT, pardon. Tu m'as dit 10 étapes quand même. Parce que Ouais, en il y a fait, 10 étapes. Exactement, il a piéger. fait 10 séries de consignes en tout, Pour piéger. différentes. Et en fait, il a amélioré le truc au fur et à mesure. Et à la fin, il a eu sa clé, quoi. Ça revient à ce qu'on disait quand on parlait de ChatGPT aussi dans cette émission, c'est que c'est un outil d'aide. Un peu comme l'était à la base aussi Google, même si ça marche assez différemment. Et que notamment la puissance, on va dire, du produit va être en adéquation avec l'utilisateur qui est derrière. Aujourd'hui, Google, c'est un produit avec lequel on peut faire pas mal de choses. Il y en a qui écrivent juste YouTube ou Twitter sur Google. Il y en a qui font des choses beaucoup plus puissantes dessus. Donc je pense que ChatGPT, ça va être pareil. À partir du moment où quelqu'un a des connaissances, on Ouais, c'est pourra ça. de plus en plus faire des choses intéressantes. Plus t'es calé, plus tu peux faire des choses bien complexes. Voilà, moi, par exemple, j'ai pas de demande. Personnellement, j'aurais jamais pensé à me demander de générer des clés. Non, mais c'est bien que quelqu'un l'ait fait. Oui. On a pu voir d'abord la Ouais. négation immédiate. Ouais. Donc, en effet, il y avoir un truc, non, je vais pas le faire, c'est illégal. Et puis après, trouver les subterfuges pour entrer à la boîte de nuit. Quoi, Ouais, tu vois, bien sûr. le Bah, je truc, c'est ouf. Bah, c'est comme pour tout, en fait. Tu sais qu'il y a il va y avoir des vices de forme, vices de procédure, il y a des bugs, mais dans tout. Je veux dire, on parle d'intelligence artificielle, mais ça peut être pour toute autre chose. Par exemple, pour des trucs et astuces, pour un jeu vidéo, pour du machin, etc. Même pour du speedrun, tu vas aller littéralement passer par des éléments de code qui sont cassés dans le jeu pour pouvoir gagner du temps, etc. Enfin, si tu verrouilles, si tu forces, tu casses le cadenas d'un truc, forcément, tu vas trouver un subterfuge. Après, tout dépend de ton niveau d'appétence avec la chose. Maintenant, c'est vrai que comme on en parle et que, à la différence des exemples que j'ai pu citer avant, c'est pas des choses qui sont forcément données à tout un chacun. Là, évidemment, lui, il a pensé. Peut-être que d'autres personnes y ont pensé, mais n'avaient pas les Confond autre compétences pour le chose faire. que ça. Maintenant, quand tu sais qu'un mec a réussi et qu'en plus, il t'explique un peu comment il l'a fait sur YouTube, c'est un jeu d'internet. Oui, mais en Voilà. face, ça va réagir, puisque justement, il a donné les 10 Oui. points pour le faire. Il a fait sa Voilà. vidéo qui doit avoir des centaines de milliers de vues. De D'accord. l'autre côté, il doit se dire, mais Ils vont corriger.
S'il a réussi à le faire, s'il a réussi à gruger, on va s'arranger pour que ça se produise plus. Parce que l'idée de base, c'est quand même parce qu'à la fin, ce que j'ai bien entendu, c'est ah mais moi j'ai jamais rien fait, c'est pas moi et ta sœur quoi. Je veux dire, c'était ça. À la fin, je veux dire, c'était ça le truc. C'est pas moi, je l'ai pas fait. Mais en fin de compte, c'est le process qui a été fait qu'au final, ça a été fait. Exactement. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, on a bien fait comprendre. Moi, ça me passionne toutes les semaines. Je suis là, je guette vos infos sur ChatGPT. Ce feuilleton-là, je préfère à celui d'Elon Musk, perso. Mais après, ça tu sais que tu es un petit peu lié par tu sais qu'Elon Musk est à la base un investisseur de OpenAI qui est ChatGPT. Tu veux dire qu'Elon Musk n'est autre qu'un chatbot, peut-être? Non, peut-être. C'est un chatbot qui a racheté Twitter. Il y a une sorte de attends, mais il y a une rédemption actuellement. Il a l'air de dire faites attention, prenez 6 mois de break avec un truc où j'ai participé, surtout, parce que c'était ça le truc, participer à la naissance du produit. Ouais. Et il se dit maintenant, vous avez vu de toute façon la tribune avec les 280 experts qui ont dit il serait peut-être temps de stopper un peu ChatGPT parce qu'on ne le contrôle plus. Et son boss, le mec qui l'a créé s'appelle Sam, je ne sais plus quoi, qui a dit de toute façon je ne contrôle plus ma création. Voilà, donc voilà, ça donne une bonne idée pour l'avenir. Hein. Moi, j'ai Frankenstein, moi déjà. Et dans 5 ans, Skynet, incroyable, c'est le feu. Mais peut-être avant même. Non, mais sincèrement, tu sais, ça, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui nous regardent. C'est vrai que dans GDH, toutes les semaines, on en parle beaucoup. Moi, je suis autant curieux que inquiet. C'est-à-dire que j'ai vraiment quelque chose qui me rend très curieux de savoir jusqu'où ça va aller. Parce que c'est quelque chose de fascinant et d'inquiétant. En vrai, on a ce débat-là chaque semaine, mais en soi, c'est cool parce que je sais ce que tu as envie de dire sur l'intelligence artificielle. Tu sais très bien, je te dirais que tu auras raison, mais en fait, tant que c'est de l'aide et de l'accompagnement, c'est OK, il n'y a pas de problème. Après, c'est quel usage, et j'ai envie de te dire, quel usage t'en fais en dehors de ça, et même dans ce registre-là, jusqu'où va l'aide, jusqu'où va l'accompagnement quand ça ne vient pas du remplacement littéralement de l'être humain pur et dur, quoi. Et des droits et de la propriété individuelle, intellectuelle, etc. Donc, ouais, on aime les nouvelles technologies, on aime tout ce qui est nouveau. Moi, j'aime ça. Donc, on est OK, on s'intéresse à ça, mais en même temps... Écoute, mais oui, non, mais le truc, c'est que déjà, moi, j'avais lu les 10 règles de ChatGPT parce que je suis mis ça dans la tête. Il y en a une, c'est ChatGPT ne doit pas être utilisé par le milieu militaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas demander... Il a une interdiction, a priori. Honnêtement, de toi à moi, tu crois que ça n'a pas déjà été fait? Mais, attends, je te donne les 10 règles officielles. Il y en a une des 10, l'armée n'y touche pas. Voilà, mais j'ai lu les 10 règles. Au moment où la personne a écrit ça, l'armée avait déjà touché, quoi. Le respect de l'être humain, de son intégrité, le respect de la personne morale. C'est comme les 10 règles de la robotique. Pas besoin de ChatGPT, le respect de l'intégrité de l'être humain, c'est censé être de base entre les êtres humains. Oui, puis les règles, ça change. Souvenez-vous que Google, à la base, dans une des règles, il y avait Don't Be Evil et qu'ils l'ont enlevé. J'ai ouvert la boîte de Pandore. J'ai réveillé Monster in the Closet. Justement, reste dans les parages, toi, parce que mon petit otaxo d'amour, parce que quand même quelque part, il y a des trucs super importants. Et quand tu es là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as une grosse partie de dossier. On réembrasse à nouveau Captain Web qui peut pas être avec nous, mais on va envoyer un jingle que j'aime beaucoup. C'est le jingle du journal de Software. Mon Théo Taxu, je t'écoute. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je connais un petit peu moins, donc ça va beaucoup m'intéresser du coup. Alors, oui, pour donner le contexte. Alors, évidemment, après avoir baqué l'absence de Captain, je me transforme en Cassim. Alors, attendez, Final Fantasy XIV, c'est génial. Final Fantasy XIV, c'est génial. Vrai. Ok, on est parti. C'est pas vrai. Puisqu'il a fait une énorme enquête. Ça, j'aurais pu faire bien pire quand même. Mais tu te rattraperas la prochaine fois. Pu faire un cosplay de Captain et un cosplay de Cassim. Qu'on embrasse. Il va bien, je crois, dans 10 jours. La prochaine. Alors, la news, quand même, c'est que Utip ferme ses portes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Justement, j'ai du mal Utip, c'est une plateforme de rémunération des créateurs, type Patreon ou Tipeee, en fait, pour les plus connus, mais française. Donc déjà, ça a changé pas mal de choses légalement. Et surtout, les créateurs français l'aimaient particulièrement parce qu'elle mettait en avant une certaine éthique à l'usage, notamment sur le partage financier, le fait que des investisseurs privés n'avaient pas forcément mot à dire sur l'évolution de la plateforme, etc., etc. En gros, les créateurs étaient mis en avant avant toute autre chose. Ce qui n'est pas forcément, c'est des grosses critiques qui sont lancées notamment du côté de Patreon. Ça permettait notamment de fournir des paiements uniques ou récurrents aux créateurs pour certaines créations, ou un simple soutien sous forme de dons. Et Utip en France avait 50 000 créateurs et créatrices inscrits pour environ 3 millions de soutiens mensuels. Donc une énorme plateforme, on pense notamment, je suis Cassim, donc je vais citer Gotoz, qui était sur Utip, mais aussi un jeune créateur du nom d'Otaxu. Mais voilà, gros souci, puisque MangoPay, qui était l'intermédiaire financier, qui gérait du coup les paiements de cette plateforme, a décidé de tout bloquer avant de mettre fin purement et simplement au
partenariat. Alors c'est là où Cassim justement a creusé un petit peu le truc, il a pu interviewer Stanislas Mako, qui est le grand patron tout bêtement de Utip, et d'après lui ce blocage est dû à la page d'une créatrice de contenu pour adultes. Sauf que MangoPay interdit le financement de ce type de contenu dans ses conditions d'utilisation, donc du coup il y a eu un énorme blocage de tous les comptes en fait pendant quelques temps. Ce qui a poussé plus ou moins Utip à se mettre en liquidation judiciaire, tout bêtement. Même si, normalement, Utip n'accepte pas non plus ce type de contenu parce que il savait que MangoPay, ça passait pas. Mais voilà, ça s'est mis un petit peu entre les deux. Donc du coup, MangoPay a décidé de terminer le contrat. Alors ce qu'on sait, et on va citer MangoPay pour ça, c'est que cette décision a été prise afin de garantir que les services de MangoPay restent conformes aux réglementations et directives applicables et de respecter nos engagements envers les différents acteurs de l'industrie des paiements. Fondamentalement, voir des fesses quand tu essaies d'études banque, c'est pas forcément super génial, quoi, globalement. Donc, du coup, le placement en liquidation judiciaire simplifié, ça, c'est ce que Utip subit. Ça signifie que c'est cessation de paiement pour Utip. Donc ça gêne un petit peu, évidemment, les créateurs. Ils sont plus en mesure de financer les règlements sur facture. Donc là, ils ont dû juste stopper net, arrêter l'entreprise. On est rassuré quand même de savoir que MangoPay va s'assurer de payer les créateurs. Notamment sur tous les tips qu'il y a déjà eu auparavant qui avaient été figés pendant que tout ce blocage se réglait un tout petit peu. Pour ce qui est de l'avenir de Utip, c'est plus ou moins complètement mort. C'est très triste pour eux, mais où vont aller ces créateurs ? Puisque là, tu me dis ça s'arrête, c'est une façon très brutale. Parce que ça a été extrêmement brutal. Ça a été net et précis, extrêmement brutal. Ça a été annoncé le 4 avril. On a un tweet, je ne sais pas si on l'a déjà affiché. Voilà. Okay. À la minute en fait où est sortie l'enquête de Cassim, que vous pouvez retrouver du coup sur frandroid.com, il y a eu cette annonce. Cessation d'activité le 4 avril, alors qu'on était 3-4 jours avant. D'accord. Clairement. Les créateurs ont été aussi surpris que tout le monde de ça. Donc on a vu pas mal de gens, notamment Gotos qu'on citait, chercher une alternative quasiment immédiatement parce que c'est ce qui leur permet de se rémunérer au mois. Donc c'est quand même extrêmement important comme plateforme. La plupart sont partis soit sur Tipeee, soit sur Patreon. Donc du coup, quand même des trucs massifs et pas nécessairement français. Du côté de l'activité de Utip, en fait, on sait que du coup, avec toute cette liquidation, etc., il n'y aura pas forcément de possibilité de relancer l'activité telle quelle. Maintenant, Utip a aussi cherché à retrouver un autre partenaire. À se faire racheter plutôt que la marque et la plateforme se fassent racheter. Mais vu que ça resterait MangoPay de base, ils n'ont pas réussi à trouver tout bêtement, parce que qui dit blocage, forcément, c'est un petit peu comme une espèce d'interdit bancaire, quoi. Ça te colle au cul et tu peux pas. Ils sont français. Ils sont français. Est-ce qu'ils avaient des concurrents en France ou maintenant ces créateurs vont juste aller sur des concurrents qui sont dans d'autres pays? Non, la plupart du temps, patron. Alors, Tipeee, je sais plus, mais il me semble que c'est américain, mais je suis plus sûr. Non, c'est français. Pardon. Voilà. Il y a Tipeee qui est français. Okay. Alors maintenant, c'est propriété de My Major Company, qui est une grosse boîte aussi. Mais ouais, il y avait un petit peu ce côté éthique que n'ont pas forcément les autres plateformes. Je crois que c'est surtout ça qui dérange la plupart des créateurs. Il y a aussi d'autres plateformes. Patreon, c'est un truc énorme qui a soutenu pas mal la droite américaine notamment. Donc ça n'avait pas plu pendant un certain temps. On a Ko-fi. Ko-fi qui est aujourd'hui pas mal plébiscité, mais vu qu'il est méconnu et qu'on n'a pas forcément le même outil de suivi, notamment sur les streamers, où il faut pouvoir afficher tes dons en direct ou des trucs comme ça, c'est très important dans cette économie-là. Ko-fi ne les a pas forcément, donc il y a tout plein de trucs comme ça qui sont un petit peu dérangeants, parce que Utip faisait très bien les choses et le faisait de manière éthique. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout était blanc chez Utip. Notamment, on a appris lors de cette fermeture que la streameuse Damdam, son compte avait été bloqué, son inscription a été purement et simplement refusée de la plateforme quand elle avait essayé d'y aller dessus. Ce qui ne sent pas super bon sur certains trucs. Donc voilà. Mais ça reste quand même une fermeture qui va être massive pour beaucoup de créateurs français. Heureusement, on sait que les sous vont être débloqués, ça c'est cool. MangoPay s'en charge et ils sont là, genre non, on va suivre la loi française, il n'y a juste pas de feinte, quoi, tu vois. Mais est-ce que du coup, on retrouvera cette éthique qui était mise en avant par Utip sur une autre plateforme ? Ça, c'est pas garanti.
D'accord. Merci pour le dossier complet. En tous les cas, c'est Merci à une mauvaise Cassim. Merci à et vous aurez Cassim. beaucoup plus de détails du coup Il sera dans sur 15 jours, je frandroid.com. crois, à Cassim, dans tous les cas. Mon petit Otaxu, il y a un truc quand même qui est terrible, c'est que du coup, aujourd'hui, tu vas travailler beaucoup. Il n'y a pas de souci. On est là, on t'essore comme un citron. Je suis absolument On va confus. l'aider pour le dossier. On va l'aider parce que Oui. le dossier c'est tellement big. Justement, vous n'avez pas idée de ce que vous allez entendre maintenant. Et c'est ça qui est important. Donc restez bien avec nous. Voici le dossier. Tenez-vous, il va y avoir de la houle. Ça va. Predator, il a dit Dans la série, tu l'as pas vu venir. venir. Je te refais Là, lancement. Tu là. vas voir, attention, parce que moi je suis très très fort pour ça. Dans la série, tu l'as pas vu venir. Oh, putain. Merde. C'était le lancement qu'on a peut-être pas vu venir, je pense. ça va faire 12 zappings. Autant Moi, je t'envoie directement le dossier. Moi, je pense Je les connais au montage. Je pense qu'il faut que tu le tentes une Dans troisième la fois. série, va tu l'as pas finir. vu venir, tu l'auras quand même. Voici donc le grand dossier consacré au retour de la Au PlayStation. retour Je vais vous baffer, mon petit taxi. C'est même pas un retour au final. C'est plutôt Parce que c'est un taxi. bien produit sûr qu'on que n'a non. jamais eu. Oui, c'est ça, c'est un truc absolument incroyable. Je dis, est-ce que. Pas incroyable. Pas croyable. It is real ou is Calmons-nous. it total pipeau sa Plus mère. pas croyable qu'incroyable. hein. Replaçons un petit peu ce contexte. On a effectivement une grande interrogation sur Ah, le j'ai retour de PlayStation sur le marché portable. Pourquoi tout à coup Parce qu'il y a eu de grosses discussions autour de leaks fournis notamment par James Grubb sur... Monsieur Grubb, j'arrive plus à me souvenir de son prénom, je suis désolé. Sur l'avenir des plans de PlayStation. Et dedans, on parlait un petit peu d'une nouvelle console portable. C'était un petit peu étrange. Et on a une autre source plutôt connue dans le milieu du jeu vidéo de Insider Gaming qui nous a donné plus de détails sur ce que serait justement cette nouvelle console portable en développement chez Sony. Alors déjà, on sait qu'elle serait baptisée Q-Lite. Elle serait également, elle serait juste intégralement dédiée au Remote Play de la PS. Malheureusement. Et uniquement le Remote Pas de Play de la commentaire, PS. je vous écoute. Ce n'est pas une PSP. Pour rappel, Ce n'est pas une PS Vita. alors, Il y avait quelques on va espoirs, repréciser, mais pour petit rappel sur ce qu'est le Remote Play, c'est une application qui vous permet principalement sur Android, iOS et PC, macOS il me semble, mais je ne suis pas Ouais. sûr aussi, de jouer à distance à la PS5 que vous avez à la maison. Vous streamez l'écran de votre PS5, vous envoyez vos inputs, ça vous permet de jouer, c'est ce que j'utilise constamment. Je vive cette techno. Maintenant, la Q-Lite, on ne sait pas grand-chose de plus sur elle, si ce n'est que, a priori, ça ressemblerait beaucoup à une DualSense, mais qui serait coupée au milieu pour intégrer un énorme écran de 8 pouces au centre. Et 8 pouces, ça veut dire que c'est plus grand que le Steam Deck, qui est déjà immense. D'accord. Oui. Voilà. Autre détail, elle aurait les gâchettes adaptatives, donc elle garderait aussi les technologies de la DualSense, qui est rarement le cas sur les technos dédiés au Remote Play, et évidemment haut-parleurs, port jack, etc. Maintenant, c'est juste le Remote Play. C'est un petit peu étrange. Alors, peut-être que qui dit Remote Play dit potentiellement une console sous Android, parce que l'application existe déjà sous Android. Il ne s'agirait que de la rendre compatible finalement avec cette DualSense, qu'elle est déjà, elle l'est déjà sous Android, compatible avec la DualSense. Si c'est Android, ça veut dire qu'on peut ouvrir à toute balle, et là, on est content. Mais après, il faudra voir ce qu'il y a derrière. On se dit aussi quel prix, aussi quels utilisateurs. Pour l'instant, la grande question, c'est justement, est-ce qu'on croit un peu à ce concept d'une console portable dédiée au Remote Play, Reza? Alors non. Faut arrêter les Ah. conneries. Bah, Ah, voilà. pourtant, Faut arrêter les T'es conneries certain parce qu'il a que dit. pourtant, tu joues à ta PS5 à distance, mec. moi non. Non, c'est Non, mais moi, pour le coup, même. Voilà, hein. Ah, moi, pour le coup, j'ai une Il y a- PS il y a- Vita 2. voilà, il y a- Otaxu le fait. Otaxu le Là, fait, mais toi, là, tu pourrais jouer à ta PS5 à distance, mec. bah, j'ai pas envie de jouer à la PS5 quand je suis pas chez moi. Déjà, c'est ça le problème. Mais surtout derrière, c'est qu'en fait, il y a déjà des outils pour faire du remote play. Il n'y a pas besoin de ça en fait. Tu peux déjà le faire sur une application tierce sur mobile, tu peux déjà le faire sur un PC Ouais. fixe, PC portable, tu peux déjà le faire sur une tablette. Ouais. Donc c'est quoi l'intérêt? T'as déjà un outil à la maison qui pourrait te permettre de faire ton remote play sur la PlayStation. Pourquoi confort. sortir une console portable, au final, qui est même pas une console portable? Pourquoi sortir un accessoire portable? Parce que la fun, elle est là. Tu connais les grands fans de PSP que nous sommes, je pense. Sur ce plateau, il y a des mecs qui ont dosé la PSP à l'époque. Oui, oui, oui. Que ce soit la PSP peu, ou la oui. PS Vita, qui ont arpenté les sites PSP Gen et tous ces magnifiques sites Ouais. qui nous ont permis de faire un peu de sous au collège Mais ou au mec, lycée. j'ai bossé Mais, pour, ces jeux, pour ces sites, clairement. Exactement. Donc tout le monde dit, parce que la Vita n'a pas eu
n'a pas eu entre guillemets le succès qu'elle aurait dû avoir. C'est une console phénoménale en avance sur son temps, qui faisait aussi du remote play du coup PS3. Il y avait un super catalogue. PS3, Malheureusement, tout n'est pas sorti en France, en Europe. Malheureusement aussi, la carte mémoire était propriétaire par rapport à la précédente, mais avec tout ce qui était crack et autres, il y avait des trucs exceptionnels à faire avec. Donc quand Sony parle de console portable, moi il faut une PSP3. Faut être sérieux avec les gens. Faut arrêter de raconter des conneries. Faut que Sony arrête de faire de la merde. Faut une PSP3. Là, faire une proposition d'une console en remake, permets-moi de recontextualiser un peu avant que tu partes sur la PSP3, parce qu'on parlait justement de l'historique de PlayStation. Alors j'ai ressorti un petit peu les chiffres, parce que c'est plutôt intéressant. Vous le savez, parce que Reza vient de le dire très clairement, Sony avait sorti 2 consoles portables. La première a été la PSP, ou PlayStation Portable, qui est sortie en septembre 2005 en Europe. Exact. Et dans toute sa vie, du moins les derniers chiffres de sortie de 2019, elle a vendu 76,4 millions de consoles, ce qui est énorme. Par contre, par rapport à la Nintendo DS, qui était sa rivale à l'époque, c'est fait fumer. C'est moitié moins, 154 millions pour la Nintendo DS. Mais on peut citer dans les jeux best-sellers GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories. Ça, c'est quand même énorme pour le public occidental. Monster Hunter 3, qui, on vous le rappelle, a juste lancé la mode de Monster Hunter au Japon. FF7 Crisis Core. Fait en sorte que c'est, voilà, FF Crisis Core, effectivement. Kingdom Gran Turismo, aussi, Ratchet & Clank, God of War Chain of Olympus, Tekken Dark Resurrection, MGS Peace Walker. Bref, des énormes jeux. Maintenant, on se tourne vers la PS Vita, qui, elle, est sortie en février 2012 en Europe. Et on tombe au dernier chiffre récupéré par VG 247, 16 millions de ventes. Malheureusement. Donc on est à 6 voire 7 fois moins que la génération précédente, versus la Nintendo 3DS qui a fait 75 millions, donc qui a fait fondamentalement les mêmes chiffres que la PSP. Et dans les best-sellers, c'est là où on grince un petit peu plus des dents, parce qu'on a Uncharted Golden Abyss, qui était un jeu de lancement, AC3 Libération, Code Black Ops Declassified, qui n'était pas un code développé par Activision lui-même, c'était une commande de Sony, Little Big Planet, Persona 4 Golden, qui rendra votre vie meilleure, jouez-y, il est sur PC, Minecraft, Need for Speed Most Wanted, FF10-12 Remaster, 10 et 10-2 pardon, Remaster, Killzone Mercenary et Tearaway, qui est un des grands jeux que beaucoup de gens ont loupé. Donc on voit quand même c'est déjà compliqué d'être dans le marché des portables. Il faut voir que d'ici la PS Vita, on avait évidemment le mobile, le smartphone, qui avait complètement explosé. Oui. Et plus ou moins, on se disait que le jeu mobile était forcément dominé par ça. On a aussi Nintendo, qui est clairement plus connu, même si c'est kiff-kiff, mais qui a fait la gloire du jeu mobile, en fait. Sans eux et la Game Boy, il n'y aurait pas eu et la Game Boy, le Game & Watch aussi, il n'y aurait pas vraiment eu cette idée d'avoir le jeu mobile. Donc se placer sur ce marché, c'était extrêmement compliqué. Avec la PSP, ils ont réussi à le faire assez violemment, parce qu'il faut voir que même si effectivement elle a subi le hacking, quelque chose de vénère, et c'est Day One, elle a quand même vendu pour 331 millions de jeux, ce qui est sur 76 millions de consoles, c'est vraiment mal de bon. bundles à l'époque aussi. Pas mal de bundles, énormément de versions de la console aussi, parce qu'on avait 1000, 2000, 3000 et 2000, 3000. PSP Street, PSP Go, PSP machin. PSP Go, tout à fait, ça fait 5, autant pour moi. Mais voilà, alors que la PS Vita, clairement, c'est un petit peu la chialance. Donc, certes, PSP 3, mais on pourrait comprendre aussi, en voyant ces chiffres, que Sony n'est pas particulièrement chaud pour revenir sur le marché, sachant qu'un des gros problèmes qu'ils ont rencontré avec la PS Vita, c'est qu'ils n'avaient pas la bande passante de développer aussi bien pour la PS4 que pour la PS Vita. Et celle qui en a fait les frais, c'est la PS Vita. Est-ce qu'en PS5, en 2023, alors qu'on sait que la PS5 se vend quand même comme des petits pains, relativement bien, est-ce qu'on croirait vraiment à une PSP 3 diviser les forces de Sony dans ce contexte où le cloud gaming émerge aussi comme un nouvel acteur, quelque part, une nouvelle plateforme? Est-ce qu'ils en ont la vérité force industrielle? Est-ce qu'ils en ont la force, Ça dépend de ce qu'ils mettent dans la console. Voilà. En fait. Qu'est-ce qu'ils en ont la force industrielle et qu'est-ce qu'ils mettent dans la console? C'est ça. Donc du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on voudrait vraiment d'une nouvelle PlayStation portable à ce moment-là? Alors, je me lance. Mais attends, Vas-y, lance-toi. t'attends que ça. Attends, je vais vous le faire parce que vous ne voyez pas. Là, il est comme ça. Et moi, je me tais tout parce que je suis au spectacle. Comme je les lance, les gars, et puis je dis, alors, les petits gars, vas-y, pitié, je t'en prie. En vrai, il y a une PSP 3. Bon, tu reprends déjà tout ce que les précédentes PSP faisaient, dont le Remote Play, on le disait, la PS Vita faisait déjà du Remote Play pour la PS3. Donc à ce moment-là, t'as ta Remote Play pour la Play 5. Mais la console peut rester indépendante de la Play 5. Aujourd'hui, la PlayStation a fait des abonnements. Bon, c'est pas le Game Pass, mais tout ce qu'ils appellent PlayStation, qui ont mixé le PlayStation Now avec le PlayStation Plus, PlayStation Essential, qui s'appelle Essential, Extra et Premium. Voilà. Donc, le fait d'avoir du coup ton compte PS lié aux deux consoles et le fait d'avoir en fait accès au catalogue du jeu
de PS Premium sur ta console T'as portable. les jeux PSP dans ce. Voilà. catalogue-là. Du coup, tu as les jeux PSP, des jeux Vita, des jeux PS1, 2, 3, 4. Et les jeux de la PSP 3. Que tu jouerais en local, du coup. En local sur la console et pour certains, du coup, en stream si t'as pas le choix. Ouais. Toutes les fonctionnalités que font les consoles portables aujourd'hui. Un truc assez puissant pour aller concurrencer, du coup, un Steam Deck. Ce qui nous donnerait en vrai une Switch, comme on le disait, un peu boostée aux stéroïdes version PlayStation, mais avec un catalogue du coup plus orienté pour ceux qui préfèrent tout ce qui est PlayStation, console de salon, et des specs qui vont avec. Parce que le point fort de l'époque, quand la PSP sort, c'est que tu as beaucoup de jeux qui sont tirés d'IP qui existent sur console, mais comme à l'époque ça met moins de temps à développer les jeux, on en fait des versions PSP. Ouais. Genre à l'époque, quand tu as Most Wanted qui sort en 2005 sur les consoles, tu as la PSP qui sort Most Wanted 5.1.0, qui est un Most Wanted avec globalement la même map, mais qui avait quand même une infrastructure un peu différente. Et pareil pour Carbon, qui sort Carbon We Own This City ou un truc comme ça, qui sort un peu une version différente. Liberty City Stories, Vice City Stories et tout ce qui va Des avec. épisodes différents de Donc, IP, God of War, une version exactement. PSP, qu'ils Donc, ont t'as eu des- aussi, ouais. T'as eu des jeux qui ont eu juste des versions PSP, t'as eu des jeux qui ont eu des opus totalement différents ou spin-off de la PSP, et t'as eu des jeux PS2 ou PS3 qui étaient tirés sur PSP juste avec un nom différent qui étaient les mêmes jeux. Donc je pense que le but c'est ça, de reprendre un peu la stratégie PSP de l'époque avec le modèle de consommation du jeu vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire des abonnements. Aujourd'hui, je pense que personne cracherait du coup sur une PSP 3 avec tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, supplément le PS Premium en accès avec un catalogue de jeux, tu vois. Donc Je l'idée sais pas serait, si c'est un peu- en gros, moi, ce que j'entends de ce que tu proposes, c'est fondamentalement, tu peux jouer à la PS5 en remote. Localement, tu peux te faire on va dire au moins Les anciennes jeunes. PS2, PS1, PSP, PS Vita, C'est ça. et tu aurais localement les graphismes d'une PS3 fondamentalement, quoi. J'irais plus sur une PS4 moi. PS4, Parce que la Switch, au final, c'est une PS3 en termes d'infrastructure. Mais j'irais c'est une plus PS3 sur, parce qu'il faut gérer l'autonomie d'une console portable. En fait, c'est là où je bloque quelque part. C'est que, tu vois, moi, tout ce que j'entends, c'est une Switch en moins bien. Quand tu dis ça, qui est certes dédiée à la PlayStation, et en vrai je l'achèterais beaucoup plus rapidement que je Ouais. l'achèterais une Switch, une Switch, ouais. mais tu vois, la Switch a quand même un avantage énorme déjà d'avoir un public qui est complètement dédié au portable, alors que c'est pas nécessairement le cas de Sony, Mhm. qui a des joueurs Oui, c'est le cas aujourd'hui, qui sont assez consoles. Déjà à l'époque, PS Vita, ils ont pas réussi à les convaincre, tu vois ce que je veux dire. Et Non, je parle pour Nintendo, il y a ce virage vraiment de la console portable qui est aussi une console de salon. Parce que la oui, Switch peut- clairement. voilà. Mais Et tu les vois, deux. ils ont réussi à fusionner les deux cartes. De toute Ouais. façon, c'est client de ouf, tu vois. Mais je pense pas que Sony ait cette force, et surtout, je ne pense pas que Sony ait la force d'avoir les éditeurs tiers avec eux. Parce que ça a déjà été un problème sur la PS Vita. C'est pour ça que j'avais souligné Call of Duty Black Ops Declassified. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un jeu qui a été développé parce que Sony a supplié Activision de leur filer un Call of Duty en mode genre, c'était le pic du pic Modern Warfare, etc. à cette époque-là. C'était genre, les gars, on est la seule console portable qui est capable de faire un multi Call of, etc. Genre, et Activision a fait, mais alors au pire, je veux bien te prêter le nom, mais alors je m'en occupe même pas de ta merde, quoi. Et c'est les gens qui ont fait Unit 13, qui ont fait Call of Duty Black Ops Declassified. Vous ne connaissez pas ces deux noms, c'est normal. En fait, c'était mauvais, hein, clairement. Et c'est le souci qu'on a eu. Si tu compares PSP à PS Vita, on a fait banger sur PSP. Sur PS Vita, je veux dire, le best-seller du jeu, de la console, c'est un jeu Day One. C'est Uncharted Golden Abyss. Ça me fait penser un peu à la Switch, pas où un le bon best-seller, Uncharted, quoi. c'est Zelda. Pour moi, c'est un peu Alors certes, mais parce qu'il y a une longévité de ouf, alors que pour moi, si tu veux, là, on est face à la Wii U de Sony, tu vois. Sauf que contrairement à Nintendo, Nintendo après est passé à un truc où ils ont fusionné les deux marchés qu'ils avaient, portable, salon, Ouais. et du coup ils explosent tout. Sony, ils explosent tout sur le salon. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour eux de lancer De une repartir portable. sur du Par portable. contre, je trouve cohérent d'avoir un produit qui soit dédié au remote play aujourd'hui. Surtout s'ils font les efforts d'y aller vraiment à fond. C'est-à-dire aussi une compatibilité avec les réseaux mobiles, tu vois. Le Wi-Fi, il faut que ce soit du 6E. Il faut que ce soit vraiment géré. Je trouve que l'intégration des DualSense natives est plutôt intéressante. Maintenant, voilà, j'ai un gros problème avec cette fuite
par rapport à ce qui est imaginé, c'est que ce soit uniquement compatible avec le Remote Play. Bah c'est ça le problème, c'est-à-dire comment tu dis à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'on sait que Sony ça va pas coûter 100 €, hein, je suis désolé, hein, on le sait. Clairement pas. Surtout si c'est une DualSense intégrée, un écran 8 pouces. Ça coûtera peut-être moins cher que le PSVR 2. Et c'est Peut-être, reparti. voilà. 3e fois. Comment tu dis à un mec qui a un téléphone portable et qui a probablement aussi un PC ou une tablette chez lui, bah tu vas racheter un outil qui va te permettre de faire ce que tu peux faire avec ton PC, avec ta tablette ou avec ton téléphone pour jouer à une console que tu as achetée à 550 €. Mais pour moi, si ça sort sous Résumé Android, comme ça, si ça sort sous Android, c'est cohérent parce que c'est plus ou moins les produits que je vous ai présentés là, une Pro ou les trucs comme ça. Là, ok, c'est cool parce que du coup, t'es pas limité à un écosystème ultra fermé. Par contre, moi, ce qui me saoule, c'est que du coup, ça veut dire que le cloud gaming, tu te le mets dans l'os parce que le Remote Play ne te permet pas de jouer au jeu cloud gaming. C'est bloqué. C'est littéralement bloqué. Tu veux faire un jeu PS3 en Remote Play, tu ne peux pas. La console refuse de lancer le truc. Je pense que c'est parce qu'ils utilisent la puce intégrée, parce que le Remote Play est géré par une puce d'encodage et de décodage vidéo. Et je pense qu'ils utilisent cette puce pour justement faire aussi le cloud gaming, donc ils peuvent pas utiliser le deux en même temps. C'est un petit peu con parce qu'en vrai, du coup, il y a une puce RDNA 2 à l'intérieur qui est capable de faire ça aussi. Mais bon, je pense que c'est un peu le souci. Donc du coup, ça veut dire que pour moi, ça souligne le problème que j'ai toujours eu avec la stratégie de Sony sur le cloud gaming. Il manque une appli mobile encore, en fait. Il manque toujours une appli mobile. Parce que si tu avais l'appli mobile avec l'accès au catalogue PlayStation Plus Premium, anciennement PlayStation Now, plus le Remote Play, plus Android, pour aller 200, 250, moi j'achète mes claquements de doigts. Et du coup là ça devient une console cloud, plus Là, qu'une simple console remote. Ça devient une console remote et cloud qui a assez de puissance pour faire un petit peu de local, genre, pardon, mais on va le dire, on va être honnête, de l'émulation. Ouais. Tu te fais un petit coup de Super Nintendo Bien tranquille sûr. ou de PS1 et après tu passes sur tes gros jeux après. C'est littéralement ce que je fais avec ma Inodine Pro aujourd'hui que j'ai payé 250 balles. Maintenant tu me files un truc où c'est en plus ultra optimisé, où j'ai les gâchettes DualSense, où j'ai un écran propre, etc. Estampillé Sony, quoi. Je veux le SAV. Au fur et à mesure, quand tu parles, je suis déjà en train de, Ça va de chiffrer. cramer la Bien sûr. carte bancaire. Pour moi, c'est un produit à 400 balles là qu'on est en train de. Bah la manette pro coûte 250 €. Ouais. Donc moi aussi je tape 450 ouais 350 400 pour moi. Moi, j'allais jusqu'à 400. Pour moi, si Faut au moins que tu aies un peu, faut au moins que tu aies une différence de prix un peu 400. Avec la conséquente. manette pro ouais. Avec la manette pro et puis entre la console de salon, même si c'est pas du tout la même chose. Donc moi je vois bien 450 balles pour 405, non, peut-être 300. Bah 450 c'est le prix de la digitale hein. Moi j'ai la Ouais. digitale, j'ai acheté 450. j'ai envie de Bien. vous dire Le à 400. quel prix vous achetez pour terminer. Tiens, si jamais il existera justement ce qu'on a dit. Ils vont dire qu'ils genre, n'achètent pas. le Ça dépend. Steam Deck Ça dépend. sous La Android, rumeur de base remote. ou bien ce que toi tu voudrais avec du cloud. Voilà. On va dire ce que moi je voulais, parce qu'en vrai, si tu veux, pour l'instant, cette rumeur, je pense qu'ils n'ont pas tous les détails. Je pense qu'on est clairement sous Android pour une raison très simple, c'est que Sony n'est pas le plus grand des développeurs du monde. Je vois pas pourquoi ils se feraient chier à développer À un faire un système OS, dédié, alors qu'ils ont déjà l'appli Android qui est déjà compatible avec le DualSense. Tu vois. Donc, mais ta vie, t'es obligé de sortir ça sous Android, surtout si tu veux optimiser tes coûts, quoi. Donc une console cloud. Bah, si y a le cloud et tout, qui moi je fait dis moi de je reste sur remote play. 400. Ah, regarde. Et si on est sur la rumeur, je dis 300. À 350. 449. Un petit sondage, Regarde, quel coup de 99 truc aujourd'hui, on a centimes. fait des plans sur la comète avec des chiffres qu'on a donnés tout à Avec l'heure. le code On va voir promo ce qui va se passer. Otaksu, moins 20% Ouais, Otaksu, sur, moins le, 20. sur le prix. Moi je dis peut 399 parce qu'en effet. pour Ouais, les moi je dis chiffres- 400 bien sûr. Voilà, Alors 399. 499, j'achète Non, pas. 300. Non, Ah 399. oui, 399. Mais même 400, j'achète pas. C'est mort. La console elle coûte déjà 550 Ouais. balles. 399, c'est 400 balles, mec. Ouais. Bah oui. On est au Ils même ont prix sorti un PP moi. PSVR 2, Ouais. ils peuvent très bien sortir 399. Ouais, ouais, le ils ont cloud sorti à un 400 PSVR, balles, ils ont hein. fait 260 Alors, d'unité. dans une ère où pas de Covid, pas d'inflation, je me dirais, allez, entre 350 et 400 balles. Moi, je vois bien un petit 440. Alors, pour vous donner un contexte de prix, même si c'est pas franchement lié, mais quand même, Logitech a sorti, on en avait parlé, une console qui est vraiment dédiée à ça, au cloud et au remote, ouais. récemment, qui s'appelle la Logitech G Cloud, et elle Ok. tourne aux alentours de 300 €. Donc, on peut imaginer... Gâchette adaptative, retour haptique et tout, 400 balles. 450 Ouais, 400 balles. 450 balles. Moi, je je dis 400 balles. vois bien Sony sortir un produit comme ça à 300 balles. Impossible. Vraiment. Ok. La C'est manette- dur, Mais la c'est manette dur. pro elle coûte 250 Mais €. attends, dur. mec, Comment tu fais c'est pour sortir que ça à 300 pour moi, à balles 300 balles, Tu la baisses. c'est déjà trop cher. Par Bien, contre. bah oui, on est d'accord. Tu De vois. toute façon, on est d'accord. Mais je pense que ça sort à 300 balles. Et c'est là où je vous dirais, allez sur une Inodine Pro à 250 balles et vous faites pas chier. Tu sors ça, c'est peut-être Ouais. l'occasion de baisser le prix de la manette pro, du coup. En même temps. À 220, Excusez-moi, on j'y crois aura de rêver.
On a rêvé, voilà. Ce sera un spécial Sony. Hein, les gens qui arrivent maintenant au GDH, il faut regarder le replay avec le début de tout à l'heure, qui ça vaut 10 quand même. Là, c'est la grande journée où on donne des tarifs. Ouais. Pas possible, on fait des plans sur la comète. Tout à fait. On donne plein de news autour de Sony. Et On l'appelait Madame Irma. Mais voilà, c'est les En vrai, les ce boules de projet, cristal. il m'intéresse beaucoup. moi aussi. Voilà. Moi aussi. Moi, je suis très, très curieux. j'ai vraiment du mal si c'est pas une machine cloud. En fait, pour Oui. moi, si c'est vraiment juste une machine remote, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais si c'est une machine remote plus cloud, l'intérêt va être sur le cloud. Et là, du coup, pour moi, ça pourrait être cool que ce soit pour Sony ou même pour Microsoft de faire une console cloud Game Pass. Et, Bah, sachant que beaucoup de gens leur ont réclamé de faire une console Game Voilà, Pass, tu vois. cloud, full et cloud, pour le etc. coup, Microsoft, vu qu'ils ont un peu le code oseille, Microsoft qui sort une console cloud Game Pass, je la vois bien sortir à 200 balles, tu vois. Ouais, mais Dit-il avec son t-shirt. ils l'ont. Ah, Enfin, merde. c'est les C'est utilisateurs. pour ça que j'ai eu ta phrase Le code avec oseille. le t-shirt en même temps. Je me suis effondré, quoi. Je dirais, à un moment donné, il faut être crédible. T'as Je suis fait une désolé. news gigantesque sur la PlayStation avec le truc Xbox. Je dis, non, à un Le moment code donné, d'oseille, Je me jure que j'ai pas fait exprès. peut-être. D'ailleurs, fait tu l'as pas exprès. fait exprès, mais c'est super. Je suis ravi que tu sois là. Alors, on va teaser un petit peu pour la suite parce que là, on arrive à un moment de l'émission. On va passer malheureusement, mon petit Otaku, encore toi, parce qu'aujourd'hui, je sais pas quoi te dire. Donc, vont arriver dans quelques instants, notamment un décryptage. Vous savez, cette séquence absolument dingue qu'on a introduite il y a maintenant 2 mois. On s'est dit, voilà, il y a plein de mots qu'on utilise, des phrases en Ouais. anglais, des acronymes. Les gens comprennent pas toujours et nous, on a besoin justement de décrypter pour que le JDH soit encore plus clair. Donc, ça, c'est plutôt bonheur dans la maison, bonbon pour les oreilles. Et après, on aura un petit test de la semaine. On va tester, enfin, j'ai testé une petite barre de son dont on va parler, qui coûte pas cher, qui est toute petite. Bon, ça, c'est sa télécommande évidemment, mais l'engin est tout petit, vous allez Pas voir. cher, tu me laisseras étudier la question. Voilà, Merci, petite, c'est ta spécialité. voilà. Spécialiste des barres de son pas cher, c'est moi. Donc, Voilà. une petite barre de son pas cher, on va la déballer ici. Je vais vous dire pourquoi, et on va envoyer un petit débat en même temps. Est-ce qu'il faut acheter ce genre de truc-là, ou bien il faut aller vers un système où tout le monde s'en fout, ou des petits trucs plus légers, ou tout dans le téléviseur, ou bien un système avec des enceintes. C'est important. Les barres de son continuent à bien se vendre parce que les gens achètent toujours beaucoup de téléviseurs, contrairement à d'autres marchés qui se cassent un peu à la figure actuellement, comme les smartphones. Les télés continuent à se maintenir un peu en chutant. Ne faisons pas le débat avant le débat, j'ai Non, envie c'est de te pas le dire. débat, ça, ils teasent le teasing, My Little Otaku d'amour. Ils teasent le teasing. Et d'ailleurs, à propos de teasing, je demande à la régie de nous balancer le jingle incroyable du journal du software. Otaksu, alors c'est à Hi. toi qu'incombe toutes les semaines cette formidable rubrique de Le décryptage. Et d'ailleurs, comme on a dit aujourd'hui sur Twitter, il faudra un jour faire un décryptage sur le mot décryptage. Sur le mot décryptage ou déchiffrement en vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous feraient chier avec ça. Mais cette semaine, j'ai mis un petit coup d'accélérateur parce qu'on va en avoir besoin de cette notion. Alors je vous préviens, elle est beaucoup plus deep que ce qu'on a fait Pardon auparavant, puisqu'on va parler du resizable Non, mais je bar. Ou la barre redimensionnable. Et là, je sens les petites gouttes Mais pas perlées. du Qu'est-ce tout, que parce ça que- veut dire? Toi qui l'expliques, on va comprendre. Alors, à mon avis, tu as fait pire que ça. C'est là que c'est tu te l'idée. places la barre un peu haut, mais tu as fait pire que ça. Non, pour le coup, là, c'est une notion un peu funky. Alors, pour vous expliquer, en fait, si j'en ai besoin aujourd'hui, c'est parce que, petit teaser, dans une semaine, on va en reparler. Et non, tu sais Restez que tu fais branchés. jamais ça dans le JDH parce que les gens nous en collent après que tu dises pas les choses. Hein. Alors, généralement, les teasings, c'est en début d'émission. Hein. Voilà, Enfin, mais, Ah, mais là, en il le plein fallait. milieu. Alors, pour vous expliquer quels sont ces mots barbares que le resizable bar ou la barre redimensionnable en français. D'accord. Alors, sachez que resizable bar, déjà, c'est aussi la même notion que le Smart Access Memory, qui est le nom que a donné AMD, mais on parle de la même technologie derrière. C'est une nouveauté importante dans l'univers du PC, et particulièrement pour les nouvelles vagues de PC, parce qu'elle débloque une fonctionnalité qui n'était pour le moment pas possible. La fonctionnalité, c'est quoi ? C'est une fonction, en fait, le resizable bar, qui permet au processeur de votre PC d'accéder à la mémoire de votre carte graphique, mais sous la forme d'un seul bloc adressable. Plutôt que, auparavant, par des blocs limités à 256 MO. Ça veut dire qu'avant, quand le processeur voulait utiliser la mémoire de la carte graphique, il était limité à 256 MO, alors que là, Il prend le grâce bloc au entier. resizable bar, il peut prendre Il le peut prendre bloc, le bloc. s'amuser à Voilà, changer ok. la taille Ok, comme il ça, veut. c'est clair pour moi. Voilà. C'est une fonctionnalité qui, pour le coup, a été intégrée à la norme PCI Express. Le PCI Express, c'est le connecteur sur lequel vous Oui, mettez oui. votre carte graphique. Yes. Voilà. PCI, Donc c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde, quand bien même le moment, AMD dit Smart it is Access good. Memory. Vas-y, Voilà. vas-y, monte. Donc cette notion, elle est importante pour une raison simple, c'est que maintenant que les jeux vidéo sont toujours plus beaux, ils utilisent des assets toujours plus lourds.
Donc évidemment, la limite de 256 MO, ça force un petit ralentissement du système et des performances. Donc en mettant en place le resizable bar, on va pouvoir être capable, la carte graphique va pouvoir transférer beaucoup plus efficacement ces fameux assets au processeur pour créer le rendu final du jeu. C'est super important comme notion, donc pensez-y. Si votre système ne supporte pas le resizable bar, quelque chose que vous pouvez vérifier très simplement à l'aide de Google, sur Nvidia, AMD, il y a des petites interfaces qui vous le disent, il sera peut-être bientôt temps de mettre à jour votre configuration. Donc ça veut dire quelque part que sans ça, si j'ai tout compris, il y a quand même une sorte de frein à la vitesse. Il y a ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. Un goulet d'étranglement qui fait que tout ne peut pas aller aussi vite que prévu parce qu'on ne prend qu'une partie des informations, donc là on prend le bloc. C'est ça. Tu vois que c'était facile. T'as fait bien pire. Oui, mais je l'ai réécrit 10 fois avant de trouver le truc. Parce que là, mais bravo. J'ai fait une première version. Ah non, c'est trop nerd. Une deuxième version, c'est encore un peu. Non, une deuxième. Ok, trop. Là, c'est bon. Tu l'as bien fait. En c'est plus, bon. on n'a pas un schéma ni quoi que ce soit. On a compris sans que tu aies donné des. J'ai cherché des schémas, mais ils étaient tous moches. Donc je me suis dit, je préfère encore l'expliquer. T'as bien fait. Moi, je dis bravo. Donc la semaine prochaine, il y aura une nouvelle petite chronique comme ça. Il y a plein de trucs. De toute façon, je pense qu'on en a pour des mois et des mois avec tous ces mots barbares. C'est les acronymes qui m'inquiètent le plus. C'est pas le côté où tu as dit resizable bar, à la limite, tu peux comprendre un truc, mais les acronymes, il y a des horreurs. On les utilise du matin au soir. Mais ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on va parler du codec. Alors tu sais que même moi-même, je commets des erreurs là-dessus, parce que le codec est tellement entré dans la façon que j'ai de présenter des choses que je me rends plus compte qu'en face de moi, il y a des gens qui me disent mais tu dis le codec MP3, le codec machin, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le codec ? Je me suis fait coincer ici, sur ce plateau, par quelqu'un qui présentait l'émission et moi j'étais en train de parler de Bluetooth et autres. Il me dit c'est quoi le codec ? Et j'ai botté en touche parce que pour moi c'était tellement évident que je parlais d'un codec, je savais même plus l'expliquer. Ouais. Et je suis passé pour Jojo le crétin, mais ça j'assume, je fais ça. C'est un truc, je dors bien après, mais tu pourras donc éclairer ma lanterne pour façon de l'expliquer aux gens. Parce que d'autant que en prime du resizable bar, on en aura vraiment besoin la semaine prochaine dans le JDH. Restez branchés. Je sais plus quoi faire de lui, mais je l'aime tellement. Je les aime tellement. Je sais pas ce qu'il tease parce qu'il prend une pose sexy. J'ai pas le droit de le dire, c'est ça le souci. Tu vois, sinon je me dirais attaquer. Est-ce que dans ce que tu teases la semaine prochaine, il y a ça ou dans tes mains ou c'est quelque chose qui est quelque chose de différent ? Alors la semaine prochaine, je ferai un test qui est comme ça. Bon, bah écoutez, attends, place au mystère. À un moment, ça laisse place à l'imagination. J'ai signé les papiers, je ne peux rien dire. Ok. Soyez là. Bon, dans tous les cas, dans quelques instants, on va parler d'un produit extrêmement léger et extrêmement pas cher, parce que c'est quelque chose qu'on rêvait de faire depuis un petit moment, parce que il se passe des trucs également dans le monde du home cinéma et d'une marque qui est connue. Attends, mon pépé, je te soulève. Ah, il te soulève. Bon, le truc, c'est qu'en général, mais non, parce qu'il y a un générique avant Crapule d'amour. Le truc, c'est qu'en général, il y a des marques, on est content d'en parler parce que c'est des marques du secteur professionnel. Donc déjà, ça a placé le JDH un petit peu dans la hauteur. Voici donc, avant le générique du test, voici donc le produit. Voilà, eh bien, elle est là. Pas très grande, on envoie le générique. Test. Bon, bah ça fait longtemps que j'en avais pas parlé d'une petite barre de son. Enfin, c'est pas une petite justement. Sennheiser. Je te rappelle que la dernière fois que tu m'as parlé d'une barre de son, je vais la prendre. Rappelle-toi. Oh oui, et tu vois très bien de celle à laquelle je Attention te parle, en partant, Pépé. Fais gaffe en rentrant chez toi, Pépé. Ouais. On sait le chemin que tu prends. Alors. Ok. Donc déjà, c'est pour vous donner une idée de la taille du produit, sachant que moi je suis pas très grand. Je n'ai pas la chance d'être né avec le physique de ces messieurs. On l'appelait Cloud Strife. Et voilà, et c'est un petit peu le Chuck Norris de la profession. C'est lourd ? Donc celle-ci est moins lourde que sa maman. Alors voici donc un produit qui a été créé à la base. Enfin bien prendre, regarde, si ça prend tout l'écran, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Voici donc un produit qui a été créé à la base par une entité qui s'appelle Sennheiser, qui est utilisée notamment dans le public. Sennheiser. Pour les casques aussi. Les casques, les micros, les micros sans fil. Je crois que dans la profession, moi quand j'ai bossé dans le milieu à Canal, clairement. Les micro-casques pour commenter en tournoi. Tout le monde utilise Sennheiser. Tout le monde. Il y a eux, et en effet, il y a des marques comme Bayer, Il y a Shure. il y a Shure. En vrai, même si vous n'avez pas chez vous, vous avez déjà eu un truc Sennheiser entre les mains, forcément. De près, de loin. Partout. Ils fabriquent des micros pour tout le monde. Ouais. Enfin, ils sont très forts dans l'industrie. C'est ça. Et ils ont lancé quelque chose qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ce qu'on appelle la Ambeo. Alors, Ambeo, c'est une barre de son sous le nom d'Ambeo. Mais à la base, savoir que Ambeo, le nom Ambeo, c'est toute la partie du son immersif, son 3D du secteur professionnel.
C'est-à-dire qu'en effet, quand on fait une captation de 2 3D ou des trucs comme ça en professionnel, on appelle ça, c'est le concept en BO chez Sennheiser. Tout ce qui dépasserait les 2 canaux stéréo classiques, même en gaming, quand on a quelquefois un son qui est étendu, ça peut être en BO qui le gère, ce truc-là. Donc là, ils se sont dit, il y a beaucoup de barres de son sur le marché, et est-ce que par hasard, on va pas venir foutre un petit peu notre là-dedans et dire qu'en face, il y a du Samsung Harman, tu as du Sony, on est quand même Sennheiser, on n'est qu'une marque qui est respectée, et on va lancer donc une barre de son. Alors, ils n'ont pas lancé celle-là. Si le petit Denis peut nous envoyer la bande-annonce de la barre de son en BO Max, qui est en studio là-bas, mais elle fait 19 kilos, donc je l'ai laissée dans le studio là-bas, parce que là, je ne peux pas la passer devant moi. Donc, à un moment donné, il y a 5 ans, ils ont lancé... Non, c'est pas cette bande-annonce, ma crapule, ça, c'est la plus. T'en as une qui est la Max. On l'a liballée tout à l'heure, mon petit Denis. Elle est au bureau aussi? Elle est de l'autre côté, mais elle fait 19 kilos, elle est plus grande qu'ici, donc je ne pouvais pas la cadrer. Est-ce qu'après l'émission, on pourra faire cracher du gros son? Même si tu veux maintenant aller nous chercher la Max, si tu peux la porter, tu l'amènes ici. Si ça t'amuse, elle est dans la salle où il y a le matos. Si ça peut te faire plaisir, elle est là-bas. Il faut la porter peut-être à 2, la Max. Donc à la base, il y a de cela 5 ans, ils ont dit on va lancer une barre de son comme on n'avait jamais fait auparavant. C'est-à-dire un produit qui pourrait suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'en général, il y a la barre de son, on peut dire ouais, c'est une barre de son, ça s'entend, c'est pas comme un système plein d'enceintes, on n'entend pas les graves et tout. Donc ils ont lancé la Max, qui est une barre de son qui était à l'époque, il y a 5 ans, la plus chère jamais lancée par une marque. Elle coûtait 2500 €, la barre de son, toute seule. Rien, toute seule, la barre de son. Et tout le monde, alors moi je l'avais écouté à l'aveugle, c'était comme dingue parce que je suis allé donc à l'IFA de Berlin, je raconte un petit peu ma vie, et il y avait Sennheiser qui m'a dit Pépé, tu te mets dans la pièce, ils avaient un rideau, tu fermes les yeux. Et ils ont donc bien sûr fermé les yeux, ils ont envoyé la barre de son, j'ai dit le sub fonctionne bien, les enceintes aussi, ils me lèvent le truc, il n'y a rien d'autre que la barre de son. J'ai dit alors là les gars quand même, il dit voilà, c'est la technologie en BO, embarqué sur un système donc classique qui était vendu à la fois en grand public et à la fois en professionnel. Il va nous ramener la Max, vous allez voir. La Max vaut toujours 2499 €. Mais la Max est un produit qui ne nécessite absolument aucune enceinte arrière. C'est-à-dire que ces barres de son dont je vais parler maintenant aujourd'hui, puisque ça c'est un peu le JDH, elles ne sont pas faites pour avoir des enceintes arrière tellement elles sont conçues pour spatialiser le système en BO. Donc ça, toute seule. Voilà, j'ai ça chez moi, c'est le feu. Toute seule, la Max qui va arriver, c'est le feu. C'est-à-dire que la Max qui va arriver, le truc, voilà, si la Max qui est à l'époque, la Max, c'est-à-dire que regarde le monstre. Ah oui, c'est un monstre. Regarde le nombre de haut-parleurs, regarde le nombre de tout, le truc, tu as vraiment un produit, voilà, il va apporter la Max. Alors la Max, c'est un truc, il faut la... C'est celle-ci parce que... C'est la Max. Ah là là, mais qu'est-ce que j'adore. Regarde, on peut pas voir, mais enfin, la Max, voilà, celle-ci, c'est la Max. Donc, il te le ici. Besoin d'aide? Non, c'est bon. Elle fait 19. Ah, t'as vu. Ah, oui. Je ne vais pas réussir à la Voilà, voici la Max. Voici la Max, qui est donc ici, hop, qui est donc un monstre. Alors le truc, c'est qu'on peut lui enlever le cache. On y va, on pousse, de ton côté aussi. Voilà, regarde-moi ce monstre qui est ici, qui est donc la Max, qui est, voilà, ils ont créé ça. Et donc, à l'époque, quand tout le monde l'a écouté, on dit mais c'est pas possible ce truc. Mais le problème de la Max, il y en a ici aussi. Il y en a d'élévation, il y en a sur le côté. Il y a 6 enceintes devant. Je crois qu'il y a 12 sur celle-ci. Une corne d'abondance. Voilà, ils l'ont créé en disant voilà, nous on pourra pas faire mieux techniquement que ce produit-là. Et donc les gens, il faut savoir que ça s'est quand même vendu de ouf. Ils ont fait des ruptures de stock et tout, parce que les gens n'avaient jamais vu un produit qui tout en un avait autant de graves et autant d'effets. Ça n'était jamais arrivé sur un produit en stand-alone, c'est-à-dire vraiment sans enceinte. Par contre, le tarif, ça fait qu'ils ont créé une petite sœur. J'aime bien être entouré d'enceintes. Je vais être caché derrière, mais c'est génial. La petite sœur, c'est la Plus, qui est moins puissante. Mais par contre, la Plus, j'adore. C'est génial. Donc, la Plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle a perdu 1000 €. Elle a perdu de la puissance, elle a perdu des haut-parleurs, mais par contre, tout ce qui est en BO, c'est-à-dire la spatialisation, est resté. C'est-à-dire que tu as la base technique d'un produit qui est capable de gober tous les signaux audio. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui va t'intéresser, M. Nanix, et les gens, c'est qu'elle s'en fout de ce que tu lui mets dedans. Bon, pardon pour tout ce qui s'en va. Non, c'est bon, ça pèse lourd. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, 24 bits audio, 192 kHz, tout ce que tu lui mets dedans, elle digère. On peut l'associer, bien sûr, à une télécommande pour la gérer. Le truc intéressant, c'est que tu as une application qui permet également de les régler, c'est-à-dire qu'en effet, le produit dans la pièce, c'est pas où elles sont. Donc il y a des micros à bord et vous partez de la pièce, parce que là, c'est pas le réglage qui fait pip,
pip, pip, Ouais, tu c'est te barres. Tu te barres. C'est que fou, pas, tu te casses de la pièce. C'est-à-dire qu'il va vraiment te palper les murs et il va dire voilà, ah ouais, je sais bien chez toi, t'as des murs qui sont loin, elle va tout régler. Tu reviens après qu'elle ait fait le check, c'est bon. Et dans ce cas-là, la barre est directement prête à utilisation. Mais est-ce que c'est pas un réglage inférieur au système qui propose un Le micro, c'est la grande qui le fait. La grande, à 2490, a un micro que tu places à la zone d'écoute. La petite a les micros intégrés. Il y en a Donc 4. c'est une des concessions, entre guillemets. Du prix. Ouais. C'est-à-dire que, par contre, il y a 4 micros à bord parce qu'en même temps, le produit est compatible avec Alexa, Google et autres. Il faut savoir que tout peut être géré. C'est-à-dire que le truc, c'est que tu peux avoir une barre de son qui est classique. Ils sont très très malins. C'est-à-dire que tu as un mode classique. C'est-à-dire que tu mets ta barre de son, tu envoies un truc en Dolby Atmos. Ah, bah c'est bien. Tu appuies sur un bouton, tu as le mode en BO. Et c'est simple. Tu as vu Fast and Furious ? Oui. Quand le mec, t'as l'impression qu'il a 12 vitesses sur sa bagnole. Quand tu es en normal, t'as 6 vitesses. Quand tu mets le mode en BO, t'es en 12. Et tu te dis, non mais c'est pas vrai. C'est que les mecs, ils étaient là. Écoute Pépé, on a le choix. Soit on met petit potard, soit gros potard. Bah allez-y les gars, gros potard. Donc quand t'appuies le mode en BO, c'est simple. C'est une pièce qui fait 25 mètres carrés, elle en fait 50. Ça pousse les murs. Parce que tu as une spatialisation différente. Je suis en train de te faire visquer. Alanix, il sourit là. Le truc, c'est que tu Surtout que j'ai des problèmes de voisinage, donc pour me venger, c'est encore mais le truc, c'est que tu as des réductions de base. Hein. Et tu as un truc génial sur les dialogues qui est vraiment très très précis. C'est que moi, j'ai testé la petite, bon, la grande, c'est pas possible. La grande, il faut 50 mètres carrés. Parce que ce qu'elle dégage. La grande, c'est pour une maison, là où la petite est peut-être plus La grande, on l'a fait laisser sous un écran cinéma de 2,50 m. On l'a placé en dessous. Ouais. 2,50 m, eh ben, mes mères, oh bah, un peu moins, hein. Tu vois, le truc où déjà, tu dis, bah, c'est à moi les murs, la terre m'abandonne. Le truc où, franchement, c'est pas possible. Par contre, la petite peut animer une pièce de 25 à 30 mètres carrés avec une belle puissance, c'est-à-dire qu'il y a de la réserve, surtout la max. Mais c'est vraiment pour la différence de taille et de puissance. Ce qui est intéressant, c'est ce mode en BO qui, à partir d'une source stéréo, te fait la même chose. C'est-à-dire que tu as un truc en stéréo, le calcul se fait vachement bien, tu gardes les voix en centre, tu balances les instruments, c'est assez bluffant, alors qu'en général, dès que tu commences à spatialiser à partir d'une source stéréo, tu pars en courant. Moi, je fais un Akiri quand j'ai les tripes à l'air. Tandis que là, oui, c'est ça, tuez-moi, faites quelque chose, quoi, tu vois. Tandis que là, c'est-à-dire que c'est le secteur pro chez toi, c'est-à-dire que les mecs, le système en BO, c'est professionnel, c'est à eux, ils l'ont mis là-dessus, grosse puissance, donc enceinte très grosse avec des gros haut-parleurs, une spatialisation gigantesque, petite puissance, enceinte différente, avec en plus, en effet, cette fois-ci sur ces modèles-là, Google Assistant et autres, il y a des HDMI ARC en entrée et en sortie, il y a 2 entrées, donc ça peut être un hub, c'est-à-dire que tu t'en fous, toi, si même si ton téléviseur n'est pas DTS, tu branches tout là-dessus, et hop, tu renvoies le téléviseur, tu t'en fous vers un vidéoprojecteur. Il a directement un centre de gestion de plusieurs HDMI. Ce sont des produits étonnants, mais attention, le ticket d'entrée, c'est 1490, 2500, et comme c'est des produits haut de gamme, ils n'en ont pas 15 000, c'est 2 produits et une tous les 5 ans. C'est des produits d'exception avec en face, on va mettre des vidéos parce qu'il y a beaucoup plus cher en face. Bah après, moi, ce que je me dis face à ce prix et leur méthode de sortie, c'est de se dire, bah, du coup, ça te laisse le temps d'éponger aussi ton achat, quoi. L'investissement. J'ai investi pendant 5 ans et je sais que je vais pas le faire. Une en BO, c'est un investissement. Ouais. La dernière fois que tu m'as vendu une barre de son, c'est des clips. Voilà. C'est les modèles JBL ou c'est le modèle Philips ? Philips. Ça marche vachement bien, Philips. C'est mieux que. C'est plus puissant. Mais attention, Philips, l'avantage, c'est que l'enceinte à l'arrière, en vrai, en dur. Oui, là, pour le coup, tu peux pas remplacer l'enceinte en dur. Tu sais, Pépé, j'ai une petite famille, j'ai des achats, mais on va se parler après l'émission. Mais tu peux l'embarquer pour la tester si tu veux. Ne le dis pas 2 fois. Oui, elle est là. Donc, si vous embarquez la Max, par contre, là, t'es foutu. Embarque plutôt celle-là. Parce que franchement, je pourrais pas me servir de la Max chez moi, c'est impossible. Si, tu peux, mais une fois. Une fois que t'as pété les vitres, tu dis, un gros la Max, elle me dit bonjour, je suis à l'autre bout de la mais on a fait laisser, nous, on a. Elle arrête bouton une fois. On a fait laisser les 2 en même temps dans la pièce là-bas où je sais plus où c'était. Ouais. J'avais mis les 2 avec les potes. On a commencé par celle-là. Ils me disaient, le son est fort. Et je me suis barré de la pièce. Je suis sorti, j'ai arrêté celle-là, j'ai envoyé l'autre. Ils étaient comme ça. Mais tu peux avoir un débit, mais sans saturation. Alors, je sais pas si vous avez des questions, mais enfin, c'est un produit, la Max notamment, qui peut largement remplacer des enceintes dans la pièce parce que elle spatialise de façon étonnante et elle a la puissance de tir pour le faire. Mais là, je vois pas. C'est la plus grande question que j'ai sur la Max, honnêtement, c'est je vois pas pour qui en fait. Enfin, qui Ils en ont vendu des caisses. T'as quelqu'un qui a une grande maison
Et une grande télé. Alors, Ouais, mais là, on... on est sur un truc qui pourrait remplacer un truc de cinéma, limite, quoi. Non, c'est pas le Grand Rex non plus. Arrêtez de vous Non, mais je veux attaquer dire, les genre, ongles de pied à la râpe à tu fromage. vois, dans un setup cinéma maison. Tu peux avoir, c'est pour les grands écrans, hein, c'est pour un écran qui serait 80 pouces ou un écran 100 pouces cinéma. Des gens qui voudraient pas avoir des enceintes partout parce que quelqu'un ne veut pas. Tout le monde n'a pas envie d'enceintes partout. Ah oui, ça Et complètement. c'est pour ça que ces produits ont été réalisés, et notamment avec le mode en BO qui permet de se passer, entre guillemets, d'enceinte surround, même si Nanix, il est toujours préférable d'avoir une barre avec l'enceinte surround, comme ce que tu as, les JBL 1500 ou bien les Samsung c'est Harman, avec des enceintes surround où tu les enlèves, toi, c'est ça, et tu les mets derrière. Ouais, exactement. Et il y a d'autres systèmes où tu sont vendus avec, sachant que ces produits n'ont pas de sub, mais on peut rajouter un sub. Celle-ci peut-être, la Max n'a pas besoin de sub. Ou alors si vous rajoutez 2, elles peuvent prendre jusqu'à 4 subs. Et en plus de ça, c'est les mecs chez Sennheiser, oh là là, t'as vu le Titanic? Bah voilà l'orchestre. Et j'imagine que voilà. le sub, c'est à peu près le même tarif. Les subs, c'est 600 € par sub. Mais j'avais dit que c'était pas cher. Les gars, il y a un code promo. Hein, calmez-vous. La télécommande est offerte. La Il y a télécommande un est code offerte. promo PP pour 30% de réduction. Exactement. Donc on va montrer d'autres vidéos parce que pour vous intéresser, il y a des produits beaucoup plus chers. Ah bah bien sûr. Ah mais oui, évidemment. alors on va envoyer un produit du même prix, je crois que c'est la Bang Olufsen, qui doit être dans BO. les... BO. J'adore cette marque. Mais moi aussi, BO qui est donc là, on va faire attention au planning en même temps parce que monsieur Nanis qui a super des trucs à nous dire après. Ouais. Non mais c'est bon. Alors là ça c'est le modèle BO qui est très très beau, hein. Et je sais plus son prix à la BO. Ah oui, la BO, je crois que c'est une des plus chères au monde, si ma mémoire est bonne. Il faudrait voir sur le prix, c'est celle-ci, il y en a une à 7 000 €, je ne sais plus laquelle des deux, mais c'est 7 000 boules. Oh là là. Ah, pardon, j'ai dit euros, oh, j'ai pas dit ça. Donc, à ma connaissance, ça peut aller jusqu'à 7 000 € sur les produits, donc c'est absolument étonnant. On a également d'autres modèles, je crois que c'est Bowers & Wilkins, qui sont les modèles Panorama, je crois, je sais plus, je suis en train de me les mélanger parce que je n'ai pas tout en tête, mais c'est pour vous dire que ces produits ont été créés à la base pour remplacer un système classique, même si en effet c'est de la simulation, mais c'est des choses qui sont étonnantes, vraiment tout à fait étonnantes. Ça c'est encore... En fait, sous une télé, ça passe bien. bah, Et écoute, ça, c'est fait pour. tu t'encombres pas de trop d'éléments, en fait, tu vois. Donc, Les progrès faits sur la spatialisation sont étonnants parce que les algorithmes sont de plus en plus performants. Et maintenant, on arrive à placer des haut-parleurs dans les enceintes surround pour faire les réglages. C'est-à-dire que tu as un haut-parleur dans le sub, un haut-parleur dans les surround, un haut-parleur dans le frontal. C'est-à-dire que quand tu rentres tes réglages, la pièce est entièrement mappée, mais c'est pas des produits à 500 €. Hein, c'est tous les produits à plus de 1000. sortira vraiment de Ça, c'est le produit, un de mes produits favoris, c'est la Samsung 990B, Ouais. où sincèrement, c'est les bouchons anti-bruit au premier rang. Hein. C'est-à-dire que le truc, moi j'ai fait les essais chez moi, j'ai une pièce de 35 mètres carrés, j'étais à 35 sur 100, je tenais pas devant. J'ai dit les gars, je dis faites quelque chose quoi, à un moment donné. Et les mecs disent non, t'inquiète pas, on a encore la réserve Pépé. Bah je dis je vois, oui. Donc c'est l'idée des produits qui sont maintenant. Avant on pouvait dire les barres de son, bah ouais, bah c'est juste un petit peu mieux que le téléviseur, mais il faut mettre le prix. Moi je dis qu'en dessous, actuellement en dessous de 800 €, on n'a pas quelque chose de très très puissant. À partir de 800 € jusqu'à 1500, on a vraiment quelque On chose avait qui... déjà eu cette discussion-là il y a plus d'un an, et c'est ce que tu m'avais dit. À moins de 800 €, t'as pas une barre de son vraiment. Avec la promo. Oui, avec la promo. Des promos, des trucs qui sont sortis il y a un an et Mais demi. hors promo, etc., t'avais Non, pas. ça attaque parce que c'est ce moment où les haut-parleurs grandissent, où les systèmes de spatialisation grandissent, où ça travaille mieux le DTS, le Dolby Atmos. C'est quoi le vrai prix, le prix moyen, le prix d'entrée? En France, Ouais. les gens achètent à 500 €. Ok. Ah, mais moi, je l'ai acheté à 200 balles. Hein, Mais le donc, bon prix pour. T'inquiète, on est ensemble. Le bon prix pour une barre de son. C'est 500. On trouve des trucs très sympas à 500 chez Sonos. Vous avez la Ok. BIM 2 qui est sympa, vous pouvez lui rajouter tous les éléments. L'idée à la base, quand on achète des produits comme Sonos, c'est les gens qui nous regardent, c'est est-ce qu'on veut une marque qui permette de faire un début de quelque chose et rajouter? Oui. Ou est-ce qu'on veut une marque qui dit, comme la Max, vous payez cher, Vous avez tout. mais c'est pas la peine. Ok, d'accord. Tout simplement, c'est que eux disent, nous c'est pas la peine. Elles sont pensées comme s'il n'y avait pas besoin de choses en plus. D'accord. Mais on peut en rajouter, non pas de surround, il n'y a pas de surround possible avec. Ok. Sachez que c'est uniquement un sub. Elles n'ont pas besoin de surround, il y a l'embéo. C'est l'idée de présenter cette barre, c'est que quand vous l'achetez, vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose à part un sub si vous voulez. Donc le prix est cher, et je garantis, en stéréo, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il y a un son stéréo cristallin, alors que la plupart des barres de son sont mal réglées parce qu'elles sont en général portées sur déjà les voix, le grave, Ouais. et on dit voilà, c'est une barre de son. Quand on entend barre de son, j'entends boum. Et quand on lui met de la stéréo, ça fait vroom. Alors, il y a des barres de son qui font pas vroom, c'est la Devia Legion. Il y a ces modèles-là, il y a Sonos qui est assez léger en restitution audio. Mais là, c'est des produits d'exception, donc je voulais vraiment vous les montrer. Merci de m'avoir apporté la Big One. tu peux me rappeler les prix? Non. 1400 € et 2499 Ouais, et il y a 1000 € de différence entre la Big One et la Small One. Et il y a actuellement, sur la Mac, je pense dans les résultats audio, il n'y a pas d'équivalent.
Ok. Même les plus grandes qu'on a vues tout à l'heure, moi j'ai écouté, Sennheiser maîtrise ça de façon de ouf, même sur celle-ci, en stand-alone. Stand-alone, j'ai pas d'équivalent. J'en ai pas testé d'équivalent. Donc top of the pop pour toi. En stand-alone, c'est-à-dire sans ajout. Oui, sans. All-in-one, stand-alone, j'ai pas vu d'équivalent. C'est-à-dire, j'ai pas entendu quelque chose qui me permettait de vibrer autant et de me dire que les voix, parce que c'est les voix le bordel. Vous avez vu les mixages, même au cinéma, quelquefois on a le mixage des voix compliqué quand il commence la cacophonie. Et tu dis, bah j'entends pas bien les dialogues et tout, ouais, parce que c'est un peu le bazar. Là, t'as un bouton, t'appuies sur l'application, les voix, vlang, mises en avant, alors que tout le reste reste. Tout le reste reste, c'est dur à dire. Mais vous avez compris. Voilà, à part ça, je l'ai pas vendu. C'est un vrai, argument, ça, pour le coup. Franchement, j'aurais une maison, celle du dessous, elle partait direct. La Max? Bah, sûr qu'elle partait direct. Mais j'en ai pas. Et pour l'appart, celle du dessus. Franchement, je serais riche. Voilà. C'est Je serais 1400 riche, euros. ça partirait direct. Évidemment. Mais quand tu es sur un projet de maison, etc., ça, Oui, bien sûr. voilà, donc ça peut rentrer dans tes achats. Et encore que là. C'est quand même 2500 boules, hein, parce là, qu'à ce prix-là, je vous ai un système avec un ampli et des enceintes de tous les côtés. Hein. Là, vous savez que l'inflation, la vie est chère en ce Oui, moment. Mais c'est pour ça que j'ai pouvoir pris un risque. Le pouvoir d'achat, lui, n'a pas augmenté. Il est donc, pas conséquent, quoi. Mais Je sais, mais je voulais vous faire un petit peu rêver, Non, parce que mon ça fait rôle rêver, également, ça c'est moi fait je les rêver. regarde Non, dans franchement, ces c'est produits. cool, c'est archi cool. Parce que c'est des produits qui sont étonnamment conçus par des marques qui ont pignon sur rue et qui font pas n'importe quoi, on sait ce qu'on achète. Donc voilà, c'était mon petit test. Donc en effet, à votre bon cœur, messieurs, dames, si vous voulez les produits qui peuvent fonctionner tout seuls, sans rien autour et vous en prendre plein les oreilles, c'est ces deux-là qu'il vous faut. Sennheiser MBO Max, Sennheiser MBO Plus. Ma vidéo est sur la chaîne avec une mise en scène. Une partie est faite ici d'ailleurs, avec tout le monde qui est assourdi, bouchon anti-bruit et le Regardez saigne. la vidéo de Pépé, si vous regardez la vidéo, ce qui ne vous dit pas que vous avez un code promo important, Pépé Je ne Garcia. fais jamais ça. My name is Ah, Nanix. l'achat. Voilà, c'est fait. Bon, on va faire un truc étonnant parce que Oui. souvent j'ai parlé de choses très chères. Ouais. Et vous allez surtout rétablir la balance de l'univers. C'est ça qui est important. Vous allez nous balancer l'univers, monsieur Otaxio d'amour, Le wax. avec les bons plans, jingle. Merci pour tout, messieurs, dames. J'aimerais t'aider pour le deuxième. Vas-y, ouais, monsieur Nanix. Française, Oh non. évidemment, c'est la On va séquence un recommencer. peu des watts. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, évidemment, le pouvoir d'achat, votre pouvoir d'achat est grignoté en ce moment. Et bien, contrairement à M. Pépé Garcia, qui lui vit une utopie, un rêve dans lequel on peut s'offrir une barre de son à presque 2500 €, je vous propose déjà pour commencer une montre connectée du côté de chez Samsung. Et le petit lien, évidemment, va apparaître. Ça se passe où? Ça se passe du côté de chez Amazon, je crois, si je ne dis pas de bêtises, puisque vous allez pouvoir vous offrir cette Samsung Galaxy Watch 5, du coup, qui voit son prix littéralement chuter de... Je crois qu'il y a un petit message à l'écran. Ah non, ah mince! Tout le monde l'a acheté. Ah bah écoutez, c'est la première fois que ça nous arrive Mais oui, pendant la ouais. chronique. D'habitude, ça se passe bien quand j'arrive, que ce soit un smartphone ou une télé, le produit est encore dispo. Mais du coup, je vais la refaire. Il y avait une montre, la Samsung Galaxy Watch 5. C'était dispo au début de l'émission. Voilà, qui était dispo à 245 € au lieu de 379 €, les amis. Donc là, elle revient à son prix de base. Donc, une promo de moins 35%. Les gens sont précipités. Elle n'est plus disponible. Voilà, vous voyez les prix actuellement affichés. On est un petit peu moins loin. Évidemment, on est loin, de la promotion de base. C'est pas grave, puisqu'on a parlé de musique, on a parlé de montres. On va peut-être parler un petit peu, on le fait jamais, parler de bouffe. Mais moi j'adore. Voilà, le I Cookéo love to eat. le bon, Cookéo c'est le le Cookéo sujet que Touch j'attends pour depuis le début. préparer des repas. Évidemment, on part du côté de chez Darty, les amis. Le produit à la base vaut 479,89 €. Évidemment, le centime suivant, il est pour moi, évidemment. Et bien, le prix désormais passe à 399,99 €. Et lui, il est encore disponible. Et le centime, il est pour cet homme là-bas, pour Pépé, qui régale. Alors évidemment, le Cookéo Touch qui rentre dans la ligne, évidemment dans la gamme des Cookéo, avec des recettes directement disponibles sur, évidemment, Ça se vend bien, ça, le Cookéo. l'appareil, Moi, bien j'en ai sûr. acheté un, Ça- moi. Bah, madame, C'est super pratique. madame, Madame elle a aussi pris a son voilà, Cookéo. madame, voilà. Elle a tout fait. Le robot cuisine, le machin, là, elle a pris le J'adore le Cookéo Cookéo. et elle est. est-ce qu'on peut jouer à Doom dessus? Bah peut-être. Non, mais il y a- Snake. Il y a moyen. il y a Ah, peut-être c'est moyen. Il y a moyen. Il y a moyen peut-être Otak. en craquant. Bah, tu sais, Tout fait passer on- Doom. Donc, contact, Il a quand même tout craqué, lui. contacte Underman et demande à ChatGPT, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ton Cookéo. Ensuite,
Vous savez qu'évidemment, on aime à tenir propre sa maison, son appartement. Bah, si je vous propose un aspirateur à balai du côté de la marque Tineco, regardez, ça arrive directement ici en image. Et ça se passe du côté de chez Cdiscount. Bah, c'est cher, hein, les aspirateurs à balai. Donc, il est sans fil et il est lavant. Sachez qu'à la base, il vaut 409 €. Et bien là, il passe à 299,99 €. Belle chute. Est-ce que. Alors, je vois un message, c'était dispo au début de l'émission. Pareil, on a plus le. Ah, si. Ah, c'est celui-là. J'ai eu peur, c'est encore pour la montre. C'est magnifique. Je connais pas cette marque. Bah, moi non plus. Bah, je l'ai apprise pendant ce mon plan. Les étoiles, je compte les étoiles, moi je suis un consommateur. Hein. Moi je suis là, j'ouvre, je compte les étoiles. 4,5. 4,5. Monsieur, 4,5. Elle est. 4,5. Enfin, 372 avis. Voilà, c'est une réduction littéralement de 100 €. C'est beaucoup, hein, pour le Et coup. ouais, comme quoi, tu vois, c'est pas dur, Pépé, de faire des produits pas trop chers. Et pour finir, les amis. Le mec, il est à 2 doigts de ça ne vaut pas plus cher de bien manger. Ouais, bah Et ça reste du flunch, mon garçon. Hein. Pour finir, on a parlé de montres plus dispo, on a parlé évidemment d'outils pour pouvoir se faire à manger et d'aspirateurs à balai. On va peut-être rapidement parler d'une carte graphique, la carte 69050 XT Nitro, du coup, qui est disponible sur Rue du Commerce. Elle passe à 719,90 € au lieu de 800 €. Et surtout, il y a un jeu, The Last of Us. J'ai pas compris la C'est la Radeon. 6950. Excusez-moi, c'est la Radeon RX. Radeon RX, ouais. 6950, évidemment, qui passe du coup à ce prix-là, XT. Et du coup, il y a le jeu The Last of Us Partie 1 PC offert, évidemment. La meilleure affaire, avec- c'est l'aspirateur. Hein. Ouais, largement, ouais. L'aspirateur. L'aspirateur est la meilleure affaire, ouais. Je me permets de rajouter, j'ai vu ça dans le chat rapidement, bon plan bureau assis debout à 200 € sur Amazon. Je sais pas si c'est un souhait ou si c'est disponible, mais si c'est disponible, j'aimerais bien en prendre un aussi. Bah, on va en parler la semaine prochaine, on va regarder un petit peu si c'est encore On en magasin. regardera les... Les loulous, la montre it is the end. Je sais. It is the end. C'était un Il est plaisir d'être avec vous. On embrasse à nouveau Captain Web qui aurait pas dû être, bisous. et Ouais. voilà, qui aurait dû être là. On On pense remercie à lui les gens fort. à la régie parce qu'ils sont très très cool. Ils arrivent à suivre l'émission à toute vitesse. Merci à vous. Merci Dans à toi, quelques Pépé. instants, il y aura le récap. Je vais aller faire un petit happening sur place. Il y aura les replays. Alors parlez de cette émission autour de vous. Il y a des replays partout. Il y a YouTube. Dites que franchement la bande est sublime. Qu'on n'arrête pas de faire des trucs géniaux. Parlez de nous. Ça va être tellement gentil. On aimerait tellement ça. Voilà, dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. On vous fait des bisous. Merci, On Pépé. vous dit à la semaine Merci, Pépé. prochaine à 16h pour le JDH. Voilà, je fonce le récap, c'est pas loin, c'est à 5 mètres. Voilà pour une fois, je sais. Oh là 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 là. Allez,